Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le lendemain de la fête de Noël, nous sommes le 26 décembre 2019. Ce qu'on va remarquer, c'est que les homélies hier ont été claires sur comment les chrétiens devaient aborder ces temps-ci avec un signe de paix. La paix pour le Cameroun, la paix pour un pays qui est plongé, comme vous le savez, dans cette crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais surtout la reconversion pour tous ceux qui seront égarés du droit chemin, de retrouver le chemin du Christ. Hier, on a écouté ce que prêchaient les différents pasteurs et prêtres dans les différentes églises au Cameroun, églises chrétiennes, j'ai envie de dire. On peut simplement noter que l'engouement qu'on a observé hier n'était pas très fort, comme à l'accoutumée, puisque de nombreuses familles ont dû faire avec, puisque la crise économique est très forte. On se souvient qu'à l'époque, lorsque le Cameroun avait un semblant d'économie qui marchait, vous aviez des familles qui avaient 4-5 repas pour un seul jour. Cette année, simplement, vous voyez que les gens ont dû faire avec. On a rafistolé un tout petit peu, on a fait ce qui avait les moyens de bord parce que le pays est complètement en crise, est au bord de la crise. Le pays est en rupture économique et pour cela, les Camerounais le ressentent dans leur poche. Les Camerounais ressentent cette crise économique dans leur poche et c'est pourquoi la fête d'hier n'a pas eu l'engouement que on pouvait attendre, surtout que pour les commerçants. Et ils sont tout à fait désolés et déçus de ce que il n'y ait pas eu le plein en termes de recettes pour ces clients-là. Dans la ville hier, on pouvait circuler facilement parce que personne, il n'y a pas grand monde dehors hier aussi. Donc madame, monsieur, on démarre cette nouvelle journée avec toujours le même désir, celui de vous conduire jusqu'à 12 heures avec des sujets importants. Alors monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. L'homme prudent voit le mal de loin. Dixit un proverbe bantou. Ce que nous avons vu le 24 et le 25 démontre à suffisance qu'il fallait que Dieu intervienne avec cette pluie pour baisser le cœur des Camerounais qui sont très en colère. Très chères autorités, si vous savez voir le mal, voyez le bien, parce que la fête, les Camerounais n'ont pas fêté. Les Camerounais étaient très, très en colère et sont en colère. Il n'y a pas d'argent. Les enfants fêtaient sans jouets. Les tables étaient vides. Dans certaines maisons, on mangeait le riz corbeau. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le riz corbeau, c'est le riz blanc avec la sauce d'arachide, sans aucune viande, même pas le bonga. Beaucoup de familles ont passé la nuit assis à l'extérieur parce que Néo a choisi de couper le courant. Beaucoup de familles ont passé dans le noir. Ça, on garde. Des quartiers sont à 3-4 jours sans eau. On garde. Mais attention. Attention. Les anglophones, ceux qui causent le pidgin disent souvent Tchokfiou. Permettez-moi de sourire un tout petit peu, Chalamel. C'est vrai que lorsque vous décrivez le tableau que vous venez de faire, on n'a évidemment pas le sentiment. On constate que le mal est profond et qu'il y a une réponse urgente qu'il doit falloir administrer pour que les Camerounais soient apaisés dans les cœurs. Parce que la crise économique, la crise financière, la crise des poches est une réalité. Et vous avez ajouté à cela la crise énergétique. Vous avez raison. Beaucoup de familles ont fêté dans le noir. Ce qu'on n'a jamais vu, le marché central est resté ouvert jusqu'à 17 h. Le marché Noudeido, le marché Kololo, tous ces marchés sont restés ouverts jusqu'à 17 h. Oui. Ce qu'on n'avait jamais vu, jamais auparavant. Tous ces marchés, les gens cherchaient à vendre. Je crois que c'est aujourd'hui que beaucoup d'enfants peut-être auront même un jour. Vous avez des réparateurs de télévision qui ont travaillé, qui ont veillé toute la journée jusqu'à 20 h et autres. Vous avez des vendeurs il y a la prise, le cordon rouge vidéo audio là. Ah oui. Ce cordon là. Les 3 sur 3. Oui. Il y a la 3 sur 3, 3 sur 2 et 3 sur 1. Tout à fait, 3 sur 3. J'ai eu besoin de ce cordon-là hier soir vers 20 h
Et j'ai réussi à trouver un monsieur ouvert qui me l'a vendu. J'ai compris que là, à 1,25 quand même, il faut le faire. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi. Noël en tristesse, Noël dans l'horreur. C'est ce qu'a vécu la ville de Bamenda encore le 23 décembre dernier. Alors depuis avant-hier, des images pilules font le tour de la toile d'un infirmier militaire selon les informations qui circulent sur la toile. Le nommé Seta Kevin a été abattu, assassiné de manière violente, brutale et même macabre et diffusé sur les réseaux sociaux. Surtout décapité, hein, parce que cette décapitation, on l'a vu en direct sur cette vidéo devenue virale, c'est une horreur, c'est horrible ce qui se passe. On est en train de parler ici à Douala, nous sommes assis sur un fauteuil très chaud, on parle tranquillement, mais notons que à Bengui, dans le nord-ouest, c'est très compliqué, département de la Momo, c'est très compliqué. Vous avez donc cette nouvelle décapitation. Ça fait froid au dos, madame, monsieur, c'est très grave ce qui se passe dans ce pays. Et vous avez des gens qui continuent à fêter. Je rappelle aussi que les employés de l'entreprise source du pays qui avaient été victimes de fusillade, l'une d'entre elles a rendu l'âme hier, pendant que nous fêtions. L'une d'entre elles a rendu l'âme hier. Donc c'est extrêmement grave. Quand on vient ce matin parler, c'est pas que nous voulons noircir le tableau, c'est que la réalité, elle est là. Bon, Bengal également sur le plateau ce matin, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je reste dans votre suite sur le plan économique, mais moi je n'aime pas Noël. C'est pour ça que moi je serai peut-être un rabat-joie, mais pour nous amener sur le point de combat. On s'interroge au moins sur 5 points. Est-ce que ECO pourrait être convertible avec l'euro et le dollar? Est-ce qu'il continuera à avoir les prélèvements au trésor français? Ouattara avait dit non aussi, mais pour les autres pays, notamment le Nigeria, il semble que nous bénéficierons encore de l'encadrement de l'euro sur l'ECO, et ça, on n'aime pas. Où sera imprimé l'ECO? Les Nigérians voudraient que ce soit imprimé en Afrique. Apparemment, là, ça doit être imprimé en France. Donc, il y a un certain nombre de choses qui font dire que ce qu'on appelle ECO, là, c'est toujours une sous-monnaie. Il n'y a rien qui montre que ce sera véritablement une monnaie. Donc là, on commence à voir les entourloupes qu'on cachait dernièrement. C'est comme ça que nous, on a fêté Noël à Abidjan. Voilà. Elle a la CEDEAO même. À Abidjan, où comme vous le savez, Guillaume Soro est déclaré persona non grata. Pourquoi vous reprenez ça encore? Persona non grata. Alors, il a commencé, il a promis qu'il fera... Il a promis qu'il fera un grand déballage. Et il a commencé son grand déballage hier avec son avocate, qui a déclaré que le coup d'État de 2002 contre Laurent Gbagbo était à l'instigation de Alassane Ouattara. Donc voilà, donc il a commencé, il a dit qu'il fera un grand, veut dire que, excusez-nous de parler de la Côte d'Ivoire, mais il faut avouer que nos frères ivoiriens, leur façon de faire la politique est très passionnante quand même. Hein, bon, il faut l'avouer, à chaque jour, son effet. Donc Guillaume Soro qui a dit qu'il va faire de graves révélations, et beaucoup estiment que ces révélations vont permettre à ce que Laurent Gbagbo soit tout simplement blanchi, parce que il fera des révélations sur qui a réellement tué qui en Côte d'Ivoire. Bon, on aura le temps de parler de tout ça, hein. Rassurons-nous. Madame, monsieur, on va démarrer le programme avec la première rubrique. Voici l'histoire du jour, contée par vous, Dominique Audrey Oyengelek, que j'ai le plaisir de retrouver ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais je tiens à vous le dire. Voilà, j'ai un plaisir non dissimulé à vous retrouver ce matin. Bonjour et bienvenue. Le plaisir est partagé, Eric Fopoussi. Ça fait plaisir également de vous retrouver ce matin encore. Si vous permettez, en quelques secondes, vous avez parlé des homélies que on a dans les églises. Tout à fait. Et durant la nuit d'hier, je me suis posé la question de savoir, en ce qui concerne la crise au Nozo, je n'ai pas vu ici l'église qui est censée venir en aide aux personnes en détresse, collecter au moins des fonds, acheter de quoi manger pour acheminer là-bas. Pourquoi ces églises ne font rien et restent dans leur chapelle pour prêcher la paix? Où est l'assistance de ces églises-là?
je me suis posé cette question. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Basile et d'Hélène qui sont mariés depuis plusieurs années et ils ont 4 enfants. Basile raconte que sa femme est très sociable, vraiment, elle est facile à vivre, elle s'entend bien avec son entourage, mais sauf que depuis 2 ans, il découvre des choses que sa femme faisait dans leur foyer. Un jour, alors qu'ils étaient endormis, on toque à la porte et c'est la voisine qui vient demander du sel. Ce jour-là, il a été offusqué, mais il a dit à sa femme, je ne voudrais plus que ça se répète, je t'en prie. Vraiment, je ne voudrais pas que les relations avec le voisinage aillent jusqu'à ce point. Et sa femme a dit, d'accord, j'ai compris, ça ne va plus se reproduire. Sauf que le lendemain, il rentre un peu plus tôt du travail et trouve la voisine en train de faire la cuisine chez lui et sa femme est au salon de coiffure. Il demande à la voisine, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que non, c'est juste que mon gaz est fini. Et comme elle est allée au salon de coiffure, elle m'a demandé d'utiliser sa plaque à gaz. Il est entré dans sa chambre. Il a essayé de contacter la famille de sa femme qui lui a dit vraiment, elle est comme ça depuis qu'elle est petite, elle arrive à partager, elle est comme ça. Il se plaint. Les bouteilles de gaz, elle prend et donne aux voisins pour des cérémonies. Il lui donne de l'argent et elle se permet de faire des prêts aux voisins sans lui en parler préalablement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vin, c'est que durant ces fêtes, notamment, sa femme a entrepris de donner les marmites aux voisins. Alors qu'il était là, il était assis, il dit à sa femme, non, tu ne donnes pas les marmites, vraiment, c'est trop, je t'ai demandé d'arrêter ça, pourquoi tu persistes? Elle lui a dit, je préfère que le mariage se termine. On meurt et on laisse toutes ces choses-là. Donc ne m'impose pas d'être chiche, d'être méchante envers les gens. Si j'ai la possibilité d'aider les gens, je le ferai, que ça te plaise ou non. Donc on a un homme qui est dans un dilemme, comment gérer ça? Avoir une femme qui n'est pas prête à entendre, qui ne veut pas trop de rapprochement avec les voisins et qui estime que même si le mariage doit finir, elle est prête à partir parce que cet homme-là est trop chiche. À qui la faute dans cette histoire? Alors, je me rappelle de cet ouvrage de la médiocrité à l'excellence de Ebenezer John Mollay, professeur Ebenezer John Mollay, philosophe émérite, qui faisait le distinguo entre la solidarité et le solidarisme. Et il voit dans le solidarisme, on va dire, le côté pervers de la solidarité. C'est-à-dire qu'une solidarité qui est perverse. Et quand on regarde ce que fait cette femme, c'est une femme qui est habituée, et ça se voit, à être avec les gens. Elle est comme ça, on ne va lui empêcher d'être soucieuse de comment sont ses voisins. Donc maintenant, il s'agit aussi de situer à quel niveau son comportement devient, on va dire, nocif pour son couple à elle. Et c'est pourquoi vous posez la question de savoir d'ailleurs, et je pense, et je crois que c'est là où le nœud de ce problème va se démêler, ou va se délier, de savoir comment est-ce que on gère une telle situation et comment est-ce que une femme comme ça peut se mouler dans un couple avec un homme qui n'est pas du moins n'a pas le même comportement qu'elle. Bombok. Non, je pense que la solution simple, c'est de se séparer. Ou alors d'ajouter un deuxième problème, de lui trouver une co-épouse. Voilà. Non, parce que le problème principal qui se pose, c'est pas là. Parce que là, c'est la conséquence. Rappelez-vous de l'histoire de cet enfant qui voulait jouer au football. On nous a dit que non, est-ce que les parents aussi peuvent se tromper? Laissez l'enfant jouer. Là, chacun a des passions. Voilà où on en est. C'est là le problème. Et c'est ce qu'on appelle éducation, qui est différent de l'instruction. On a bien, sa famille vient de nous dire que oui, depuis le bas âge, elle est comme ça. Bon, dans elle est comme ça, pourquoi la famille n'a-t-elle pas arrangé? Précisément, c'est une famille occidentalisée où c'est un enfant de 6 ans qui peut commander la famille. Il dit à un enfant, donne-moi de l'eau. Mets-toi de l'eau à boire, il te dit, papa, si tu ne dis pas s'il te plaît, je ne te donne pas l'eau. Et toi aussi, tu lui dis s'il te plaît. Bombok, vous partez du principe que ce qu'elle fait est mauvais. Oui. Hein? Oui. Oui, ce qu'elle fait est mauvais. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Il y a des choses qu'on partage entre femmes. Oui. Mais il y en a qu'on ne partage pas. Ou alors, lorsqu'on arrive à les partager, notamment les ustensiles de cuisine, il y a j'allais dire, des situations de deuil, de mariage, de tout. Voilà.
le communautarisme, mais c'est codé. Voilà. Et c'est codifié. C'est ça le problème avec le monde aujourd'hui. Où quand maman lui dit, ah, prends les assiettes là, prends les trucs, va donner à ta maman là-bas et tout. Elle ne sait pas qu'en fait, on est en train de célébrer un mariage d'une de leurs filles parce qu'il y a eu deuil. On est en train d'organiser de telle manière. Bon, les filles d'aujourd'hui, c'est que ma maman m'envoyait souvent donner les marmites là-bas et tout, sans connaître le complexe. Elle va grandir avec ces choses-là. C'est là où l'éducation est importante. N'oublions pas que c'est pas l'initiative n'est pas d'elle. C'est-à-dire qu'elle reste, les gens viennent demander. Non, l'initiative est d'elle. C'est elle qui porte sa mamie pour elle dire bon, ok. Oui, je sais que vous avez besoin de ma vous. Regardez, elle veut le demander, elle n'est pas habituée à refuser, elle dit bon voilà. Regardez la réponse qu'elle donne à son mari. Tout est dans la gestion de ce qui arrive. Hein. Tout à fait. Il dit, cher ami, tu veux, hein, tu me parles même, moi je ne vais jamais changer ça. Voilà, tout est là-dedans. Et la réponse de sa famille, elle est comme ça. Ça veut dire que sa famille a raté l'éducation. Maintenant, entre femmes, les souris ont percé mon tamis. Et je ne savais pas, je voulais faire là. Bon, tu vas chez la voisine. Ça arrive, voilà, ça arrive tous les jours. Là, on peut, je veux dire, c'est gérable entre femmes. Ton gaz peut mais ton gaz, non. Ton gaz finit, tu achètes le charbon. Absolument. Ton gaz finit, tu achètes le charbon. Il doit toujours avoir Oui, un foyer de substitution. Oui. Tu ne vas pas prendre ta marmite là-bas. Tu viens préparer dans la cuisine de quelqu'un d'autre. Non. J'ai dit, je n'aime même pas parler des choses comme ça. C'est vraiment. Mais c'est le quotidien des gens qui vivent ensemble. Non, justement. On n'a pas commencé à vivre ensemble. Il y a des limites. Ce n'est pas avec vos générations qu'on connaît le vivre ensemble. La preuve, vous ne savez même pas ce qu'on appelle vivre ensemble. Vous y mettez tout dedans. Vous mettez tout. Cette femme a manqué d'éducation, mais c'est sa famille que je donne tort. Et elle aussi, elle arrive à un niveau où, comme on dit souvent, l'arbre est déjà robuste. Tu ne peux plus plier l'arbre. À ce moment, comme le mari, il a quand même trouvé un bon côté. Il dit, la femme, c'est là. Attends, elle ne veut pas changer. Mais ça veut dire que cet homme-là n'aura jamais de repos de cœur. Il faut bien qu'il se repose quelque part. Il faut bien qu'il se repose quelque part. Donc, à ce moment, il doit trouver un soutien. Non, mais il peut supporter aussi. Hein. Non, mais attends, que ton cœur ne sera jamais calme. Parce qu'à un moment donné, il va commencer à dire, mais ma femme, là, comme sa cuisine est là, et on va mettre le ratatouille dans un jour dans le truc. Parce que quand les femmes ont les bisbilles, vous ne savez pas, vous allez seulement subir les conséquences. Ou bien vous rentrez comme ça, dit, mais ma cuisine était occupée, chérie, ma cuisine était occupée par la voisine, vraiment, sa cuisine n'est pas finie, donc j'ai pas préparé ici. D'accord, bon, c'est compris. C'est pas possible. Alors, Karine, donc, pour vous, c'est un cas, on va le dire... un cas perdu. Oui, c'est un cas perdu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de rattraper cette femme. Parce qu'on n'a pas encore pu répondre à une question. Est-ce qu'elle donne par fantaisie ou par nécessité? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Elle donne par habitude. Si elle donne par fantaisie, c'est pas nécessaire, c'est pas important. Maintenant, si elle donne par nécessité, c'est bien, c'est nécessaire, parce que les gens ont besoin. Quand elle voit que quelqu'un a besoin d'une casserole et qu'elle en a plus, elle donne. Quand elle voit que quelqu'un a besoin de faire la cuisine et que son gaz est fini, il y a des familles ici qui ont perdu et la culture du charbon et la culture du bois et même la culture de la suie, qui sont toutes omnubilées par le feu à charbon et qui n'ont même pas prévu dans leur cadre un espace pour mettre un four à charbon à l'extérieur. Raison pour laquelle elle peut vous offrir son espace pour faire la cuisine. Je vais vous raconter une petite histoire. Ma grand-mère, elle m'a raconté il y a 4 à 3 jours, c'est bien que cette histoire tombe aujourd'hui, que sa première fille... Coïncidence. Sa première fille, ma tante, qui est déjà décédée, perd son âme, elle, lorsque elle était petite, il y avait une famille qui venait de s'installer non loin de notre concession. Et puis, ils fuyaient la guerre, les guerres intestines dans les villages là. Ils sont installés et ils n'avaient rien. Ma tante, ce qu'elle faisait, c'est que à chaque fois que ma grand-mère lui achetait un truc nouveau, une nouvelle chose, c'est la nouvelle chose qu'elle donnait à sa copine, à l'enfant de cette déplacée. Très bien. Chaque fois que ma grand-mère achetait une nouvelle casserole, c'est la nouvelle casserole qu'elle donnait, elle ne donnait pas le vieux.
Elle prenait les foulards. Vous savez qu'à une certaine époque, les foulards coûtaient très cher. Les bons foulards, oui. Elle prenait, elle partait donner à la maman de sa copine. Vous voyez un peu. Ce qui fait que ma grand-mère a compris que son enfant, c'est quelqu'un qui assiste les gens, qui a le cœur, qui a un cœur sur la main. Maintenant, c'est pour ça que je dis, si c'est par nécessité et que les gens ont vraiment besoin quand elles donnent, Voilà. c'est bien. Alors, maintenant, comment vous inscrivez ça dans un mariage? Dans un mariage, il y a quand même des choses qui ne dépendent pas de nous. Vraiment, qui ne dépendent pas de nous. Lorsque vous arrivez en mariage, par exemple, votre belle-mère vous offre des marmites, votre maman vous offre des choses. C'est pas forcément ça qu'il faut donner. Il y a des choses qu'on ne donne pas. Les choses comme des cadeaux. Parfois, généralement, la personne aimerait venir chez toi et trouver que cette marmite, cette casserole-là est sur le feu. Non, je veux dire que dans un mariage, vous savez que l'initiative de donner n'est plus simplement... Oui, c'est pas individuel. Oui. Ce n'est Oui, pas, ça veut dire que- individuel. Parce qu'il y a des Parce choses que... vous n'êtes pas seul dans cette maison. Voilà. Parfois, Oui. il y a des choses que peut-être c'est votre mari qui vous a donné. Il y a des choses que quand vous avez acheté, il a mis l'œil sur ça et ça l'a plu. Et du coup, il faut que le jour que ça disparaisse, qu'il le sache. Donc, je pense que elle est un peu trop individuelle dans son caractère. C'est pourquoi je dis, si c'est par nécessité, il est bien qu'elle en parle avec son mari parfois. En tout cas, elle privilégie d'autres choses que son mariage. C'est pas important. La conclusion. Et ça veut dire que elle ne s'est pas mariée parce qu'elle avait trouvé une bonne personne. Elle s'est mariée parce qu'elle a trouvé la personne qui accepte tout. D'accord. Alors, Charles Abel, avec l'histoire de ce matin, qu'est-ce que vous développez? Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous donner statistiquement quelques références. Nous sommes passés, à l'heure où je vous parle, à 700 demandes, 705, 710 environ demandes de divorce l'an dans le littoral. Nous sommes à 150 uniquement pour la ville de Konsamba. Konsamba est environ demande de divorce pour 2019. C'est à se poser la question de savoir quelle est la raison pour laquelle les gens se marient. Beaucoup de femmes qui nous regardent, M. Eric Fopoussi, savent que ce que nous disons, Bambok et moi et tous sur le plateau, c'est la vérité. Mais se refusent de l'accepter. Pourquoi je le dis, M. Eric Fopoussi? Les Bantous ont défini 3 types de comportements, 3 types, M. Eric Fopoussi, d'attitude pour la femme. Il y a une attitude vis-à-vis de la société, une attitude vis-à-vis de la famille et une attitude vis-à-vis du foyer. C'est 3 attitudes. Lorsque la femme est sur la place de fête de la chefferie, elle a une attitude. Lorsqu'elle est au marché, elle a une attitude. Lorsqu'elle est dans une association, elle a une attitude. En famille, elle a une attitude. Quand je dis famille, c'est grand F, c'est-à-dire belle famille et sa famille. Dans son foyer, elle a une autre attitude parce qu'elle se couche avec ses pensées et se lève avec les pensées de son mari. C'est le contraire que nous vivons aujourd'hui. C'est des femmes qui se couchent avec leurs pensées, qui la nuit, au lieu de discuter avec leur mari, disent que ce que tu penses là, c'est pour toi. Je veux sauf que faire ce que j'ai décidé de faire. Et le matin, se lève et fait. Voilà donc ce que nous avons comme femmes. Mais il faut aussi. La cuisine chez le Bantou n'est jamais dedans. Autre erreur copiée dans l'occidentalisation. La cuisine de la femme n'est jamais à l'intérieur. Faites le tour de tous les villages. Même lorsque vous venez conçu au village, les parents vous disent que laisse la cuisine de ta femme dehors. L'homme n'est pas censé savoir et voir ce qui se passe à la cuisine. Dans la cuisine de nos mamans, on laissait le bois, on laissait le sel, on laissait quelques ustensiles, on laissait le mortier, on laissait monsieur, il faut aussi quelques marmites et surtout le charbon. Parce que nos mamans étaient des récupératrices. Lorsqu'elle met le feu au bois, lorsque ça brûle, elle sort le charbon, elle éteint, elle renvoie le bois au feu. Donc les mamans ne manquaient pas de charbon à la maison. Donc, on a déjà faussé le débat parce que la femme, l'homme a ramené la cuisine dedans. Il est mort à ce niveau. Donc, on ne peut plus discuter de là, l'homme est déjà mort parce qu'il a ramené la cuisine à l'intérieur. La femme doit avoir son coin. Lorsque vous venez voir la maman, ouais maman, comme tu vois comme ça, mon bois est fini, tu vas à la cuisine. Tu prends le bois. Ça ne dérangeait personne. Mon sel est fini. Va au-dessus là, tu prends le sel. Ça ne dérangeait personne. Monsieur, il faut aussi. Ne rentrez à l'intérieur que le repas préparé, mis soit conservé, soit dans la marmite, soit dans le combo. C'était bien prévu et la société n'avait pas de problème. La femme, on doit le savoir, elle est le cerbère. La femme est le cerbère du foyer, la gardienne du patrimoine familial. Rien ne sort sans l'avis de son mari, puisque c'est elle qui procède à l'inventaire, la comptabilité. Aucun homme, lorsqu'il entre chez lui, tire à moi pour prendre le verre.
Aucun homme, lorsqu'il entre chez lui, va à la cuisine pour prendre la cuillère. Chérie, s'il te plaît, j'ai besoin de manger, donne-moi une cuillère, c'est la femme qui va prendre. Raison pour laquelle un homme qui n'a qu'une seule femme est un célibataire. Parce que lorsque la femme part, voyage, l'homme souffre. Je vous dis pourquoi beaucoup de femmes qui me regardent savent. Lorsqu'elle voyage et qu'elle se marie seule, le téléphone de la femme va sonner. Allô? La louche, c'est où? Elle dit, sous la voiture, je n'ai pas vu. Va, les allumettes, même tu mets tes allumettes. L'homme souffre, monsieur, il faut pousser. Parce que ça. Donc, on est face donc, à une femme qui a décidé de défier son mari. Et voilà, je lui dirais, une femme méprisante, insultante, irrespectueuse, impolie, on ne la garde pas. Donc, pour vous, elle est irrécupérable. Elle est irrécupérable pour vous. C'est compris, Chalamel. Dominique Audrey, qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'on doit toujours donner la chance aux gens. Ok, on estime aujourd'hui qu'elle est irrespectueuse, machin, on doit la renvoyer, mais est-ce que son mari ne peut pas encore prendre le temps de reparler avec elle, essayer de refaire son éducation? Elle a quand même tort un peu. Oui, elle a totalement tort, Pambombo. Parce que oui, vraiment, je l'avais dit ici, que les relations intervoisinage, vraiment, qu'on échange les trucs, je ne suis pas pour. Mais maintenant, ça c'est connu. Oui, de vous, ça hier, c'est connu. Malheureusement, hier, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dû demander un couteau. Voilà. Parce que j'avais perdu mes clés. Oui, et je ne pouvais pas entrer. Ça vous a rattrapé. Ça m'a rattrapé. Mais maintenant, il faudrait quand même... Vous avez perdu vos clés? On vous a donné avec souris. Oui, j'ai perdu mes clés hier. Avant ou après que... Avant. On vous a donné, on vous a On m'a donné donné le couteau avec le le couteau. souris. Oui, bien sûr. Donc demain, si on vous demande le sel, vous donnerez. Non, je ne donnerai pas le sel. Je ne donnerai pas le sel parce que j'estime que... Vous avez pris le couteau. J'ai pris le couteau. Il y a des limites. On ne demande pas le sel. Plusieurs fois, je me suis retrouvée à faire la cuisine. C'est grave, Mais ce que vous dites. oui. C'est grave. Je laisse parce que c'est de ma faute. J'estime que c'est de ma faute si je suis arrivée à un stade où il n'y a plus de sel chez moi. C'est parce que je n'ai pas été vigilante. Moi, je ne donnerai pas le sel. Bon, rappelez-lui la valeur du sel en Afrique. Je ne La donnerai valeur pas. du sel en Afrique. Bon, moi, même à l'église qui vient d'intégrer le sel, même l'église qui vient d'intégrer le sel a compris que si vous voulez parler à un Africain, vous devez avoir le sel. Vous dites que le sel, vous ne donnez pas? Non. Il n'y a aucune différence entre le sel et l'eau. Je ne donnerai pas. Moi, je ne sais pas Non, quelle est faut la donner. valeur. Même l'eau. Mais Oyengele dit qu'elle ne donnerait pas, bon, peut-être à partir d'aujourd'hui, Oui. je ne donne ni le sel ni le balai. Parce que dans nos concessions, on le voit. Un balai pour 3 maisons. Je trouve que les femmes abusent un peu. On ne peut pas, dans une maison... Vous êtes... C'est une femme qui dit ça, c'est très secret. Non, monsieur, le balai coûte combien? Les femmes abusent. Est-ce que, lorsque j'ai intégré ma nouvelle maison, ma maîtresse m'a dit oui. ceci. Dans ma concession, je ne veux pas de femmes qui interchangent les choses. Je ne veux pas de femmes qui s'asseyent entre elles, parce qu'on sait comment ça finit. Le commérage, les bagarres, dans ma concession, je ne veux pas de bruit. Donc, une femme normale doit avoir toute sa cuisine. Elle constitue sa cuisine. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Parce que ma elle ne grand-mère... cause plus avec ses voisines. C'est Non, quel pays, ça? non, on fait le maximum. La politesse. Non, bon, on a compris. La politesse, juste on a la compris où elle va en politesse. venir. Oui. On n'entre pas dans les maisons des gens et Oui. tout. Donc ma grand-mère également, Le elle m'a gardien toujours aussi. dit, on fait avec ce qu'on a. C'est pour ça que je dis que si je me retrouve dans ma cuisine, je n'ai pas de sel, soit je Pas sans mange sel. comme ça, soit je ne mange pas. Bon, vous auriez dû faire ça au couteau, hein. Non, c'est que- Vous auriez dû. non, j'étais Pas ça. vraiment coincée. Ok, Donc, il d'accord. faudrait que le mari, qu'il essaye de revoir. On ne peut pas chasser sa femme simplement pour ça, parce qu'elle est large. Mais D'accord. maintenant, à la femme, il faut avoir des limites. Très Une bien. autre femme ne peut pas venir cuisiner chez vous. Parce qu'après, on sait comment ça finit. Votre mari va avoir les yeux. Et après, vous allez vous plaindre que vous avez savez un qu'il y a mari trois choses infidèle. qui Il ne- aurait fallu que ce soit vous qui souleviez. Dominique, il y a jamais trois fini choses dans qu'on ne revient ça. jamais. Il y a la machette, il y a la hache et il y a le couteau. Lorsque vous donnez la hache, très peu sont, parfois c'est les sécateurs même. Oui. Lorsqu'ils prennent Même les la pelle ne sécateurs, revient même pas. les pelles ne reviennent Ça jamais. revient Donc une femme qui engage le patrimoine familial à ce niveau, Ouais, c'est très compliqué. Merci. On va s'arrêter. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, madame, monsieur, en espérant que vous avez été édifiés. Ce sont des situations que vous vivez au quotidien dans les quartiers, dans vos maisons, et notamment, vous avez votre façon de faire en réalité. Et pour cette femme, malheureusement, elle se retrouve coincée dans ce traquenard-là. Madame, monsieur, on va tout de suite prendre la colère de Charles Hamel. À tout de suite.
Je m'interroge ce jour sur la question des recrutements dans ce pays. Le Cameroun a-t-il une politique de l'emploi, comme on le voit en France, comme on le voit aux États-Unis? Le Cameroun a-t-il une véritable politique de l'emploi? Peut-on prévoir le nombre de demandeurs d'ici 2020, 2021, 2025? Point d'interrogation. La fonction publique restera-t-elle toujours le seul pourvoyeur d'emploi? 25 000 recrutés de la fonction publique, 27 000 recrutés à la police, 350 000 recrutés, 250 000 dans la fonction publique dans différents secteurs. Voilà ce qu'on entend et qui à la fin nous bassine. S'engage-t-on au Cameroun vers une fonction publique dominée par les contractuels après l'éducation de base? Comment comprendre que le recrutement soit une sorte d'épée de Damoclès dans ce pays? Comment comprendre que les recrutements dans la fonction publique ne respectent pas les engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit, notamment le principe de l'égalité de tous les citoyens, dont le corollaire est celui de l'égal accès aux emplois publics? Comment comprendre cette crise de confiance qui existe entre l'État et les citoyens de ce pays? Comment convaincre ces jeunes qu'ils ne sont pas victimes d'une injustice, voire même d'un rejet de la République? Chaque fois qu'on lance des recrutements, on n'est pas pris. On postule à X ou Y lancé, on n'est pas pris. On n'est pas retenu avec tout ce qu'on a comme corollaire, liste fictive, nom des morts, nom de personnes, doublons de noms dans plusieurs secteurs. Pourtant, ce n'est qu'un pauvre recrutement. Quel péché ont commis ces jeunes de vouloir servir dans l'administration publique camerounaise lorsqu'ils en ont les compétences? Quels crimes ont-ils commis pour naître, entre guillemets, de parents pauvres? Comment les convaincre de ne pas souhaiter une alternance politique qui pourrait leur être salutaire? Savez-vous que nombreux sont les jeunes Camerounais qui ne croient plus aujourd'hui à l'idéal de l'école comme ascenseur social dans notre pays? Cela ne semble plus possible au regard de certaines pratiques et un cours pour l'admission, non seulement au concours administratif, mais beaucoup plus au recrutement lancé ou initié soit par le chef de l'État, soit par dans un département ministériel. Comment comprendre qu'à ce jour, le Cameroun traîne plus de jeunes recrues contractualisés qui n'auront pas le même salaire que les fonctionnaires tout en faisant le même travail? Savez-vous que le groupement interpatronal du Cameroun, alias JICAM, permettez-moi de parler trivialement, annonce que 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi arrivent chaque année sur le marché du travail. 2010 à 2020, multiplié par nombre d'années, ça fait 10 ans, par 100 000, ça fait combien? Allez savoir combien de demandeurs d'emploi nous avons. Les diplômés de l'enseignement supérieur sont malheureusement les plus nombreux dans cette cohorte de demandeurs d'emploi. Comment comprendre tout ce tripatouillage qui s'opère lors des recrutements lancés par les hautes instances de ce pays? Comment comprendre la mise en place de ces chambres noires qui gèrent l'ensemble des dossiers? Les dossiers sont déposés, les listes sont composées région par région, les listes sont composées par région et par les élites de chaque coin, les listes sont acheminées dans les ministères de tutelle et réacheminées vers la présidence où les listes définitives seront composées au nom d'un équilibre régional et j'en passe. Si vous doutez, prenez la sortie de Jacques Famendongo où il a abordé la question des responsabilités par rapport à la publication des listes des docteurs PhD, vous comprendrez de quoi je parle. Si le ministre de l'Enseignement supérieur s'est vanté de la présence de 437 personnes recrutées dans une certaine région pour ce qui est du doctorat PhD, qu'en est-il de vrais concours comme l'ENAM, l'IRIC et j'en passe? Juste une question. Savez-vous que le recrutement de 25 000 employés de la fonction publique a laissé voir d'énormes magouilles pour le recrutement, même si à la fin, 1000 se sont retrouvés avec des notes d'affectation et des prises de service sans acte de recrutement, encore moins de prise en charge salariale depuis 2011. Comment comprendre ce trafic d'influence généralisé qui s'active dès la mise en place des commissions d'études et des dossiers?
tripatouillage, trafic d'influence, recrutement des étrangers, recommandations, enveloppe de millions de francs CFA au cœur des recrutements et concours spéciaux dans ce pays. Comment comprendre qu'à chaque fois les dénonciations soient les mêmes? Présence des noms de morts, liste des fils des membres titulaires du comité central du RDPC ou des alliés au parti au pouvoir, majorité des noms issus d'une seule région, présence des noms de personnes n'ayant jamais déposé les dossiers, présence des noms de certains fonctionnaires sur la liste définitive, présence des étrangers, des professeurs d'enseignement général. Ils sont pleins, les professeurs d'enseignement général, dans les ministères sans aucune compétence, alors que ceux qui ont la compétence sont dehors. Affaires recrutement. Présence des doublons. Rejet de certains candidats pour profils non conformes, alors que ces derniers ont brillamment passé leur audition. Recrutement de certains ayant même soutenu les thèses de doctorat en 2019 au détriment des plus anciens pour ce qui est des cas de docteur PhD. Comment donc comprendre que certains candidats retenus auraient même soutenu, rappelons-nous encore il y a quelques jours, leur thèse après avoir passé à l'audition? Savez-vous que pour ce qui est du recrutement des 1000 docteurs PhD, les dossiers ont subi des vérifications par le conseil de département universitaire, une autre vérification au niveau du MINESUP. Les dossiers après cette étape ont été confiés à la commission centrale de supervision du recrutement spécial présidée par le secrétaire général des services du Premier ministre, professeur Séraphin Magloire Fouda, avant de faire un tour à la porte grisée de la nébuleuse royale, la présidence de la République. Sinon, comment comprendre que certains candidats classés premiers après les auditions et qui disposaient d'un dossier complet, c'est-à-dire qui répondaient aux normes, soient disqualifiés? Voilà là où on se retrouve au Cameroun. Voilà ce qu'on vit véritablement, des doublons, la souffrance et encore la souffrance pour ceux-là qui ont dû passer 10 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans à ne faire qu'une seule chose, remplir la tête. Une fois qu'elle est pleine, on vous explique et on vous dit que les fauteuils sont encore remplis. Attendez 10 autres années, 15 autres années, le temps d'acquérir l'expérience dans le chômage et le quartier. Alors, vous avez raison de soulever un sujet comme celui-ci. Ce matin, Chalamel, sur la question des recrutements, et vous avez, à un moment donné de votre chronique, évoqué la nébuleuse de la présidence. C'est bien là que se situe le problème. Il ne faut pas s'étonner. D'ailleurs, vous avez pris en tout début l'exemple des pays comme les États-Unis, la France, où on sait comment se passent les recrutements. Mais au Cameroun, tout part de la présidence, et vous avez des gens qui travaillent là-bas, qui vous disent qu'ils ont des réseaux, qui vous disent qu'ils peuvent introduire votre nom, qui disent qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Et donc, c'est à ce niveau-là que se pose le problème. La transparence et l'opacité qu'il y a, la transparence qu'il n'y a pas et l'opacité qui existe dans ces recrutements-là. Nous savons tous que dans les recrutements internationaux, vous avez des critères qui sont mis en place. Quand vous candidatez pour un poste, par exemple, qui est à pouvoir, vous savez exactement le profil qu'on recherche, quels sont les critères qui sont acceptés. Et on vous explique comment ça se passe. D'ailleurs, le plus souvent, ils font appel à des cabinets indépendants pour gérer le recrutement. À l'occasion, il y a la création d'un site internet, un site qui sera chargé uniquement de cela. Il y aura des phases où d'abord on aura une présélection, après vous aurez des commissions qui vont vous écouter, vous auditionner. Donc il y a une transparence, il y a une traçabilité, il y a des critères qui sont clairs et nets pour ces recrutements-là. Mais au Cameroun, il y a une opacité, il y a un mysticisme, il y a la sorcellerie, la magie, le vaudou qu'on met autour des recrutements, et vous vous rendez compte seulement lorsque les noms sont publiés, on ne sait pas sur quelle base les uns et les autres ont été retenus. Donc, bon, Bengan, sur cette question des recrutements. Non, je pense que notre compatriote Charles Ateba Yene a dit sur quelle base on recrute. Et là, vous avez parlé il a dit rien de l'opacité et des tractations magico-anales. Il a commis tout un ouvrage pour ça. Donc, je pense que la question ne se pose plus. On rajoute non. Recrutement ou nomination? Parce qu'après... Tout. Il a dit le règne dans le management. Et nomination. Nomination. D'accord, aussi. Non, Charles Amel a posé une question. Existe-t-il une politique d'emploi ou de recrutement dans le pays? Il faut répondre non. Il n'existe plus. Ça veut dire qu'il en existait avant. Il n'en existe plus. Il n'en existe plus depuis septembre 1986.
pratiquement un mois après le lancement de ce qui aurait dû être le 6e plan quinquennal que quelqu'un a présenté devant l'Assemblée nationale un 14 août 1986. Ça devait se finir en 91. Après, on nous a dit qu'il y a la crise économique qui est venue bouleverser tout. Or, l'orientation donnée à l'époque, c'était retroussez vos manches, serrez les ceintures. On a retroussé les manches jusqu'aux épaules. On a serré les ceintures au point où aujourd'hui nous n'avons même plus de rênes pour tenir des ceintures. Voilà où on en est. Un 1er juin 1995, on nous annonce le bout du tunnel. Beaucoup croyaient qu'on sortait. Nous autres, on savait qu'on entrait dans un tunnel. Donc c'est là où nous en sommes. Lorsque vous êtes dans un tunnel ténébreux, vous ne pouvez rien chercher dedans. Donc si vous vous mettez à chercher quelque chose dans les ténèbres, cher ami, dans le noir, puisque voilà, dans le noir, vous ne pouvez rien. Voilà. Un tunnel par nature, voilà. être noir, sauf sur quelques ampoules, mais sauf que nos tunnels au Cameroun n'ont pas d'ampoule. Voilà, et là, Chalamel a analysé les conséquences de ce qu'on a, mais clair, on est dans un tunnel très noir, il n'y a même pas de pénombre pour pouvoir chercher quelque chose dans ce tunnel-là. Pour s'orienter. On est dans un tunnel tout noir. Donc, en fait, c'est là. Il n'existe plus depuis qu'on a cassé les politiques d'emploi. Parce qu'avant, ça se passait comment? L'État recrutait, les entreprises recrutaient. Et précisément parce qu'il y avait une politique de recrutement. Il y avait dans ce pays, pour encadrer l'action du gouvernement, un ministère qu'on appelait ministère de l'équipement. Et ce ministère de l'équipement il n'y avait pas de nébuleuse à la présidence de la République, il y avait à la présidence de la République une structure qu'on appelait direction des grands travaux. Ça avait une orientation simple. Tous les chantiers au Cameroun doivent être des chantiers intégrés. Chantier intégré veut dire quoi? On construit un pont, le Vouri, tout le monde s'y met. C'est-à-dire, nous on appelait un tel cam, vous l'appelez Camtel aujourd'hui. Nous on avait la SNEC, je ne sais pas comment vous l'appelez aujourd'hui. Nous on avait la Sonel, je ne sais pas comment vous l'appelez aujourd'hui. Donc il y avait tout ce monde-là. Et parce que il faut faire traverser l'eau. Et ce chantier doit donc intégrer. Et les lignes électriques. Et ceux qui étaient recrutés sur la base des critères tout à fait connus de tous. Absolument. Il n'y avait pas d'arbitraire comme on le voit aujourd'hui. Ou à chaque recrutement, même pour les plus petits postes, il y a sujet à critique et ça à veut dire que la Direction nationale des statistiques pouvait vous dire qu'aujourd'hui, nous avons tant nombre d'ingénieurs de travaux publics, tant nombre d'ingénieurs de génie civil, tant nombre d'ingénieurs en mécanique, en tel. Et on sait que bon, les 600 formés de l'année, il y en a qui sont et il y avait ce qu'on appelait une chambre de la main-d'œuvre. Il y avait une structure en charge de la main-d'œuvre. Donc nous tous, nous par exemple, qui avons le certificat d'études primaires indigènes et qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir le diplôme de moniteur indigène. Bon, on se faisait des cherches là, on cherchait au niveau des douanes, on n'arrive pas. On cherchait un recrutement. Nous aussi, on était donc, quelque part, on était enregistrés dans cette structure qui s'occupe de la main-d'œuvre. Maintenant, on vous parle de comment vous appelez ça, le Fonds national de l'emploi. Est-ce le Fonds national de l'emploi enregistre-t-il les chômeurs? Forme-t-il les chômeurs pour les métiers? Après, on vous a dit que c'était tout cela au même moment. Donc, vous ne comprenez rien du tout. Donc, voilà, nous sommes dans ce tunnel-là, noir, mais chercher peut-être les pénombres pour essayer de voir on est clairement là, dans une habitude qu'on a installée au sein de l'État, du gouvernement. J'ai dit bien, depuis septembre 1986, le ministre des Finances de l'époque s'appelait Sadouaya Toupersonam. Voilà. Et donc, interrogez-vous. Sur quels critères on recrute des gens à la Camerco, bon sang. Quels sont leurs profils? Qu'est-ce qu'ils recherchent comme profil là-bas? Quand vous écoutez ce qu'on vous dit de ceux qu'on recrute à Camerco, vous pouvez vous étrangler. Et nous, on avait, ça aussi, on avait le ministère du plan et de l'aménagement du territoire à l'époque détenu par un certain Youssoufa Daouda, lui aussi décédé. Donc, ministère de l'équipement. Donc, vous constatez que justement, il y a des critères qui sont flous
il y a des arbitrages qui ne sont pas faits. Et vous avez, Chalamel, évoqué le cas du récent recrutement spécial lancé par le chef de l'État et tout ce qu'il y a comme bruit autour. Souvenez-vous des 25 000 jeunes qu'il fallait recruter. Il y avait également eu les bruits autour. Quand on prend tous les recrutements qu'on a fait dans ce pays, il y a toujours des gens qui réussissent à introduire des noms. On ne sait par quelle manière ils ont réussi à introduire. Donc quand vous écoutez comment, pour un recrutement comme celui-ci, les gens ont soutenu leur thèse. Il y a quelques semaines seulement et on peut recruter. Vous posez la question, mais est-ce que dans ce recrutement-là, il n'y a pas des critères qui étaient prévus? Et ces gens-là ont déposé le dossier à quel moment pour être recrutés en quelques semaines seulement? Et pourtant, d'autres ont déposé depuis au moins 2 ans leur dossier. Donc, il y a de ça et ça pose un réel souci dans ce pays par rapport aux critères de recrutement, par rapport à tout ce qu'on devrait mettre en avant, Dominique Audrey. Si on se regarde dans les yeux et qu'on choisit de se dire la vérité, on reconnaîtra que au Cameroun, aujourd'hui, emploi égale d'où est-ce que vous venez, de quelle ethnie, à quelle ethnie est-ce que vous appartenez, quelle est l'école que vous avez fréquentée. Quel est votre parent? Quel est votre parent? J'ai vu une affiche avant-hier quelque part. On dit qu'il fallait mettre votre parrain. Voilà. Quel est votre parent? Par exemple, aujourd'hui, M. Mbachou a mentionné qu'on a environ 100 000 demandeurs d'emploi chaque année. Ça, c'est le GICAM. Oui, le GICAM, oui. Je veux dire, dans votre colère, M. Mbachou, donc le GICAM a sorti ce chiffre-là. Ça, ce sont ceux qui ont la possibilité de demander les emplois. Mais aujourd'hui, au Cameroun, les emplois sont de plus en plus disponibles sur Internet. Et maintenant, quand on va dans les zones reculées du pays, bon nombre de demandeurs d'emploi n'ont pas accès à ces informations-là. On remet donc là en question le taux de pénétration d'Internet, la qualité des services des réseaux et télécommunications au Cameroun, parce que un bon nombre de Camerounais sont en marge, n'ont pas cette information-là. Aujourd'hui, au Cameroun, on recrute par recommandation. Combien de Camerounais ont la possibilité de connaître un tel ministre ou bien un tel directeur qui va faire un mois à son ami, c'est mon neveu là, vas-y, c'est l'enfant de ma, vas-y, prends-le. Ce qui fait que ça jette un peu, c'est l'opprobre, je crois qu'on dit, ça jette un peu en tout cas les jeunes voient ça d'un mauvais œil. On finit par se dire que finalement au Cameroun, si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne serez pas recruté et conséquence, on a des gens qui c'est pas nous qui disons, parce que regardez ça juste avec ce recrutement des enseignants, des enseignants d'université. Se désister, M. Mbachou. Donc j'ai envie même de me poser la question de savoir, on nous avait annoncé une enveloppe de 102 milliards pour accompagner l'entrepreneuriat. En fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on nous demande de promouvoir l'entrepreneuriat parce que visiblement, on ne peut pas nous donner des emplois. Que sont devenus ces 102 milliards-là? Où en est-on? Ces 102 milliards qui devaient accompagner les jeunes dans l'agriculture, l'économie, l'élevage et tout ce qu'on a cité là. Oui. C'est devenu quoi? Non, mais c'est des réalités au Cameroun. C'est des réalités au Cameroun quand on parle de recrutement, parce que je vous ai dit qu'il y a dans ce pays des entreprises d'État où lorsqu'un DG arrive, il a sa liste, on le dit, il a des listes qui arrivent. Oui. Tu dois recruter 10 personnes ici. Il arrive là, il est obligé de signer des noms, comme les gens arrivent à des fonctions à travers des réseaux. Oui, ces réseaux se bousculent pour vous imposer des noms des personnes que vous devez recruter, et justement ça fausse ce que Chalamel a évoqué ce matin par rapport à ceux qui ont des compétences réelles et qui peuvent apporter leur savoir-faire dans une entreprise d'État. Karine, votre développement ce matin. Pendant longtemps, on nous a parlé de l'arrimage de la formation, parce que emploi rime avec formation. L'arrimage de la formation à la professionnalisation. Et aujourd'hui, on voit très bien que les Camerounais n'ont pas un problème de formation. Les Camerounais ont un problème d'emploi. Employez-nous. Sur 9 millions de jeunes actifs capables de travailler au Cameroun, seulement 10% de ces jeunes-là ont un travail. Et le reste sont dans l'informel. Et aujourd'hui, on nous parle de 76% de jeunes actifs qui sont en chômage. Donc des personnes qui peuvent travailler, mais qui n'ont pas d'emploi. Raison pour laquelle, chaque fois que vous allez vous lever le matin pour aller à You pour acheter vos poissons pour revendre, on va vous agresser parce qu'il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, dans notre pays, lorsque vous parlez par exemple d'emploi, on vous demande, vous êtes la fille de qui? Vous êtes le fils de qui? Et si vous n'avez pas un papa ou un frère ou une sœur qui est haut placé, vous n'aurez rien du tout parce que vous n'apportez
n'appartenait pas non plus au gâteau national. Et aussi, le pic de ce pourcentage-là, c'est-à-dire les personnes de 17 à 40 ans qui ne travaillent pas au Cameroun parce qu'il s'agit particulièrement de le pic est entre 25 et 30 ans. Donc la majeure partie des jeunes qui ne travaillent pas ont entre 25 et 30 ans. Donc, Chalamel, vous avez décidé ce matin de nous amener dans cette ténébreuse affaire des recrutements au Cameroun, et vous avez soulevé d'ailleurs des recrutements à problème dans ce pays. Monsieur Eric Fopoussi, souffrez que je vous dise que dans ce pays, on recrute tout le monde sans recruter jamais la compétence. On recrute, c'est un fourre-tout. Oui. Je vous prends un exemple. Vous allez retrouver des professeurs de français, des professeurs de mathématiques, des professeurs d'histoire géo. Au ministère du Tourisme, ils sont pleins. Ministère du Commerce, ils débordent. Ministère de la Culture, ils sont en implosion. Ministère des Sports. Mais ils font comment pour Ministère de la Décentralisation. Ils font comment pour recruter? Monsieur Eric Fopoussi. Alors, non, chaque poste, lorsque vous avez un poste à pouvoir, on vous donne le job description. Mais monsieur Eric Fopoussi, allez les voir dans ce ministère, au ministère du Commerce. Ils sont nombreux, monsieur, qui écument. C'est des professeurs de lycée. Alors, au ministère des Sports, ce n'est pas des professeurs de sport, c'est pas non. C'est tout autre chose, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez des professeurs de philosophie au ministère des Sports. Je ne sais pas si on fait philosophie dans le sport, monsieur Eric Fopoussi. Oui, peut-être la philosophie du sport. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux, monsieur Eric Fopoussi. Et c'est des recrutements qui sont opérés de nuit. Entre minuit et 3 heures du matin. Au moment où le juste dort, c'est là où l'injuste travaille, monsieur Eric Fopoussi. Voilà comment fonctionne le Cameroun. Lorsque le juste dort, entre minuit et 5 heures, cherche à avoir une tête bien pleine, bien reposée, c'est là où l'injuste travaille et met en place son réseau. Vous savez, nous avons des docteurs, nous avons des professeurs, des universitaires qui se battent à être ministres, qui se battent à être directeurs, alors qu'au Rwanda, Kagame a pris ses lois en disant, messieurs, vous avez choisi de tenir la craie, allez vous salir la main. Vous avez choisi de tenir l'arme, eh bien, monsieur, allez au champ de tir. Allez vous former, pas spécialité, on a besoin d'un Rwanda fort. C'est pas ce qu'on applique au Cameroun. À l'époque d'Haïti, pour rejoindre Bonbon, si on avait 30 chantiers de grande envergure, on commençait par évaluer l'esthétique. On commençait par évaluer les petits, les salles, les SM, tous ces jeunes qui se forment. Sur les 30, on a 30 chantiers. On avait une demande de 5000 employés. On réservait 4000. On prenait 4000 demandes nationales qu'on divisait par 500 entreprises qui postulaient à cette époque. Le reste de 1000 était partagé avec les partenaires internationaux. Mais qu'est-ce qu'on a pris? Le cas de Pitini. On a pris toute une entreprise en disant, vous ne recrutez même pas les Camerounais. Vous n'avez pas besoin de les recruter. On a pris les salles de Japon et tout. Ils ont fait ça. On dit, vous n'avez pas besoin. Les Turcs. Vous n'avez pas besoin. Oui, vous n'avez pas besoin de prendre la main d'œuvre camerounaise. Regardez le chantier, monsieur Eric Fopoussi, de la construction du deuxième pont sur le Fourie. Les Camerounais étaient des sous-traitants, des vendeurs de folerie, des vendeurs de Kossam, des gars qui venaient faire. Voilà ce qu'on donnait aux Camerounais parce qu'on estime que c'est ceux qui cherchent le boulot en France, ceux qui cherchent le boulot dans les autres pays, qui doivent venir travailler au Cameroun, et les Camerounais doivent rester en ouvrant des recrutements réduits entre minuit et 3 heures du matin. Je continue à dire que nous devons faire comme dans des pays où quand un poste est ouvert dans une administration, on vous donne le job description, on vous donne ce qu'il faut, vous savez exactement ce que vous devez remplir comme condition. Vous savez ce qu'on demande à l'audition? C'est justement ça qu'on vous pose à l'audition. Oui. Que tu postules à devenir même directeur. Ton travail, ce sera quoi? Ton travail va consister à faire. Voilà ce qu'on pose. On ne vous donne pas, mais on vous demande que tu vas venir faire quoi? Ce que tu peux faire là, c'est quoi? Tu vous commencez à balbutier en disant quand même, j'attends un que le recruteur, on dit que non, monsieur. En venant postuler, vous devez savoir ce que vous devez faire. Voilà comment on vit dans ce pays, monsieur. Oui, vous voyez très bien que cette affaire de job description n'est pas faite et chacun vient avec ce qu'il peut donner pour être recruté. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission, madame, monsieur. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Dans un court instant, la deuxième partie, juste après cette pause. Continuent à diriger et organiser, ils doivent laisser. Notre message par rapport à l'histoire du jour, je constate que les hommes n'ont pas le même comportement. Je suis mariée, ça fait 5 ans. Le mien ne refuse pas que je donne mes choses. Personne aux personnes qui en ont besoin, mais ce qu'ils refusent, c'est de rentrer un jour et me trouver chez quelqu'un. La faute, c'est à cet homme qui n'a pas su dicter ses lois le premier jour de leur mariage. Ça, c'est Yasmina Monchi. Donc, ça veut dire qu'elle accepte qu'on dicte la loi? C'est ce qu'elle veut dire. C'est ce qu'elle veut dire. Voilà. Non, madame.
le Mais mariage... pourquoi ne pas accepter Momo? Le mariage... Mais c'est ça, justement. Non, je dirais que c'est pas parce que si les hommes que doit dictent, faire. ils vont dire que non, j'ai un dictateur chez moi. Mais qu'elles disent, mais c'est la réalité. Lorsqu'on dit que le mariage est une institution divine, qu'est-ce qu'on met dans cette institution divine? C'est 3 choses. Le respect, l'accompagnement et l'assistance. Peut-être c'est ce qu'on décline d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire quoi pour les codes africains? Pourquoi quand votre maman, pour répondre à cette femme, lorsqu'on vous envoyait en mariage, on vous a accompagné avec certains ustensiles, un certain nombre de commodités. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a dit, madame? Si on ne vous a rien dit, c'est une faute à votre famille. D'accord. vous dites, Monsieur Rifo, D'accord. elle a employé Bon, l'expression. on va en parler, c'est sûr. Elle a employé l'expression mais chose. Voilà. Oui. Voilà. Une Voilà femme autre a-t-elle chose. des choses dans un foyer, monsieur Rifo Poussi? Non. D'accord. Je suis désolé. Non. Vous Des avez posé choses- la question. C'est un patrimoine. On parle du patrimoine familial. C'est pas vos, ce ne sont pas vos choses. Elle D'accord. dit que le mariage peut s'arrêter. Cette femme est sûrement possédée. Elle doit aller se faire laver au village. C'est un Implice de Dakar qui nous a écrit. Rien que pour... Un dernier message. Rien que pour le stage académique, la secrétaire du maire de Douala deuxième m'a demandé qui t'a envoyé. J'ai compris que le Cameroun est pourri. J'ai suspendu mes études à l'université de Boya. Là, c'est Kameni Marx. qui est D'accord. sur la page. On va s'arrêter là. On fait aucun commentaire. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, madame, monsieur, et tout de suite prendre la... Chalamel, vous voulez dire quelque chose? Non, monsieur, il faut pousser. Oui, il ne faut pas qu'elle pète son travail, cette secrétaire-là. Si elle l'a fait, si elle Voilà, a fait, il ne faut de pas quoi qu'elle perdre pète, son parce que, travail. évidemment, c'est pas... Si la secrétaire du maire de Douala deuxième, voilà, a fait ça, c'est pas forcément que c'est le maire qui a dit qu'elle fait ça. Attention. On n'en sait rien. Oui, mais c'est que, je sais pas que j'ai dit, c'est pas forcément que c'est le maire de Douala deuxième qui a dit à sa secrétaire de faire ce qu'elle a fait. Sûrement, elle a un poste et elle fait ce qu'elle a à faire. Soit dit en passant. On va tout de suite. L'atmosphère, je sens, c'est lourd là, sur ce plateau à l'instant présent. Alors, Karine, on va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. Oui, Oui. depuis le 24 décembre dernier, sur la toile, se partagent de manière subconséquente des images de la décapitation du nommé Seta Kevin, qui est infirmier militaire aux sécessionnistes et d'autres qui se défendent. Voilà, m'a envoyé. Mais c'est extrêmement douloureux de regarder cette vidéo du début parce que les gens ont le sentiment que dans vos discours, je parle de vous, je ne parle pas le seul, sur ce plateau, dans vos discours sur ce plateau, et même le mien, il ne faut pas que je m'exclue de ce champ-là, et dans notre discours sur ce plateau, nous avons tendance à reprendre ce que disent les ONG internationales sur les exactions et les villages qui sont brûlés selon ces ONG-là par l'armée camerounaise, mais jamais on ne dit, on ne critique ou on ne dénonce ces pratiques barbares des sécessionnistes. Donc les gens estiment que nous devons avoir une vision beaucoup plus globale de condamner les gens, pas au cas par cas. Et deuxième élément, il me semble quand même que ces violences-là signifient quelque chose. Oui, moi, j'allais dire, certains compatriotes pensent que la vie ou le monde est divisé en deux. Il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Ce n'est pas comme ça. Et deuxième chose, l'État a pour principale orientation de protéger et les hommes et les biens qui vivent chez eux. Il n'y a pas que les citoyens, parce qu'il n'y a pas que des Camerounais qui vivent au Cameroun. Troisième chose, tout le monde sait, et nous ici, en premier, Donc, on n'attaque pas Bon. les forces de maintien de l'ordre. D'accord, très On bien. ne les attaque pas. Parce que même lorsque on organise les marches ici, la première chose, même les marches pacifiques, lorsqu'on les sous-préfets délivrent les récépissés, on dit quoi? Toujours pour nous qui sommes des citoyens, qui sommes engagés, la formation à la citoyenneté, la première chose qu'on dit souvent, c'est on n'attaque pas les forces de maintien de l'ordre. On ne les attaque pas. Parce que, figurez-vous, une jeune fille ou un jeune garçon à 18 ans qui s'engage à protéger son pays, alors qu'il n'a même pas le droit de vote. Parce qu'à 18 ans, on lui interdit
de choisir les dirigeants de son pays. Mais lui s'engage au prix de sa vie à défendre son pays. Comme ce jeune, voilà, comme ce on n'attaque pas militaire. ce genre de choses. Et l'ambiguïté, je les comprends. Ou alors ce qui semble être la controverse, comme vous avez relevé, vient de quoi? Vient de ce que lorsqu'on commence à attaquer les forces de défense et de sécurité, l'État doit se questionner. Doit dire, j'arrête, il faut qu'on arrête ça. Parce qu'il y a des causes qu'on n'attaque pas. On arrête donc ça comment? Pour le cas de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest qui nous interpelle, on dit, mais mes chers amis, qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Arrêtez, on discute. Parce que c'est les symboles de l'État ne sont même pas seulement les bâtiments, parce qu'on a brûlé une sous-préfecture là, oui, ça c'est condamnable. Mais lorsqu'on commence à attaquer les hommes qui portent, qui sont même censés vous protéger, vous et vos biens, vous les attaquez, on a toujours condamné. Le problème qui est comme Doubet, c'est ça. C'est qu'en fait, pourquoi certains citoyens pensent que quand on demande à l'État d'arrêter d'abord et peut-être d'actionner le quatrième commandement ou la quatrième orientation de la défense de la sécurité qui est l'universalité de la défense, ça veut dire que nous, les civils aussi participent à la défense nationale. Donc, bon, comment avec notre armée... L'État l'a fait, hein? L'État a mis en place des comités de défense. Ce n'est pas de ça, c'est venu après, je veux dire... Bon, c'est les Camerounais comme nous qui ne sont pas des civils. Ah, mais sauf que justement, il fallait donc savoir pourquoi les autres attaquent les forces de défense et de sécurité. Pourquoi ils attaquent les symboles de l'État? On dit, asseyons-nous, discutons. Asseyons-nous, discutons. Et pour le cas de la crise dans le nord-ouest et le sud-est, on sait... Les gars ont dit depuis, ça aussi j'ai entendu ce discours et j'ai repositionné ça. Et c'est hier même pendant lorsque ces trucs-là ont commencé à être viral. On dit, ah oui, ils avaient un agenda caché. Mais attendez, regardez bien, réalisez la banderole que les avocats anglophones avaient mis en avant. Les gars, ils ont dit, fédéralisme or two state. C'est ce qu'ils avaient dit. Donc il n'y avait pas d'agenda caché. Lorsque les gens commencent les revendications, ils ont dit, puisque vous n'avez pas voulu, même le truc d'Ohada, les textes d'Ohada, vous n'avez pas voulu les traduire en anglais, donc maintenant nous nous engageons au fédéralisme. Ou alors vous nous donnez 2 États. Donc il n'y avait pas d'agenda caché. Il était donc question, c'est encore d'actualité, asseyons-nous, discutons avec eux, on protège nos forces de défense et de sécurité. D'accord. Alors, Chalamel, pour vous, c'est violence. Ça témoigne quoi? Ça dénote de quoi? Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous prendre un cas. Quand vous frappez un enfant, vous le frappez, même si c'est votre fils, vous frappez au moment où la douleur devient insupportable, sans qu'il ne se rende compte, il vous donne un coup. Il sera maudit. Sans qu'il ne se rende compte, il vous donne un coup. Mais c'est pardonnable. C'est pardonnable. Monsieur Eric Fopoussi, je me rends compte que toutes les équipes de Facebook qu'on a déplacées depuis, de Mark Zuckerberg, qu'on a déplacées depuis... Qu'est-ce que vous voulez dire, Chalamel? Qu'on a déplacées depuis... Attention au dérapage. Hein? Les États-Unis, qu'on a déplacées depuis la France, qui sont venus au Cameroun faire des formations sur comment bloquer toute personne qui dira des propos à l'encontre de notre créateur, entre guillemets, M. Eric Fopoussi. Les séminaires qu'on a organisés sur des blogueurs, comment bien bloguer et vendre le paposi, M. Eric Fopoussi. Depuis là, on n'a pas eu les retours. On a pu... Merci de nous rappeler. Oui, on a tout fait, sauf travailler au suivi et à la débuscation des individus qui sur la toile publient ce genre d'images, quel que soit le lieu où ils se retrouvent, qu'on retrouve leur adresse IP, c'est un peu trop de violence. Quand on sait qu'un enfant de 13 ans a accès au téléphone et peut télécharger de telles vidéos, lorsqu'on sait qu'un enfant de 8 ans peut prendre le téléphone de son père, regardez ça, monsieur Fopoussi, c'est inscrit la violence. Que de le dire, monsieur Fopoussi. Moi j'ai vu, par exemple, il y a l'image où on montre la tête du monsieur sur une feuille
de Macabo. Non, Ce fait le tarot de Macabo. On veut banaliser la mort. On veut voilà. nous faire savoir que la vie Parce mène de que, droit à rien, et cette c'est pas image-là normal. particulièrement, elle est tout à fait, c'est elle pas est normal. violente. Hein. Cette image-là, Monsieur vous Eric voyez une tête Fopoussi. humaine. Donc vous voulez dire, on vient tirer, on peut tirer les gens à côté de vous et vous continuez Monsieur à Eric manger. Fopoussi, Sans que on a je- eu je- ce bébé qui a été tué devant sa mère. C'est pas possible. Ça m'a choqué. On a eu la tête de cet enseignant qui en a fait rouler sur la route. On a eu ces vidéos, ça m'a choqué. On a eu le cas de Florence Ayafor, monsieur Eric Fopoussi, ça m'a choqué. Cette autre vidéo, c'est trop. Plutôt que de parler, je préfère demander à tous d'avoir 1 minute de silence pour le repos de l'âme de ces pauvres innocents. Parce que le coupable, monsieur Eric Fopoussi, c'est le politique. Ce n'est pas eux, c'est le politique qui est le véritable coupable. Voilà, justement, monsieur Eric Fopoussi, c'est ça que je craignais. Bonbon a C'est ça clôturé que notre je craignais, fait. justement. Bonbon a clôturé en disant l'une des voies, c'est s'asseoir et causer. Qui va le faire si c'est le politique? C'est pas moi, Jean Lamel. C'est pas vous, monsieur Eric Fopoussi. C'est le politique. Et le coupable ici, c'est le politique. Non, Bombok a bien parlé. Bombok a dit que... J'ai mal parlé. Non, c'est pas forcément comparaison. Chalamel, vous savez l'estime que j'ai pour vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Bombok a quand même signalé, et il a fait j'imagine que c'est pas facile de dire ça, mais il faut qu'on le dise. Il faut condamner ces actes de sécessionnistes qui quand même visent à des barbaries, à des sévices sur Monsieur les Eric gens. Fopoussi, À faire comme si on ne doit plus. Voilà. C'est-à-dire comme si la vie humaine ne servait Monsieur plus à Eric rien. Fopoussi, Voilà. On va pense devenir que- comme en RDC ou dans le Kivu. Parce que on dire peut ça, venir, monsieur on a Chalamel, chassé de vous monsieur considérer, Chalamel, c'est pas dire normal. ça, dire ça n'est pas forcément soutenir. Dire ça n'est pas forcément soutenir le gouvernement. Monsieur hein. Eric Fopoussi, Dire ça, c'est allez faire fouiller. preuve d'humanisme. Allez fouiller, vous allez Oui. vous rendre compte que lorsque les soldats revenaient d'Irak, amputés, pieds coupés, pieds, mains coupées par des bombes, les Américains sont descendus dans la rue pour demander des comptes, monsieur Eric Fopoussi, pour ses enfants. Ça avait fait un scandale terrible, monsieur Eric Fopoussi. Les mesures avaient été prises, mais ça avait fait un scandale. Vous insistez. J'insiste dessus pour dire, monsieur Ok. Eric Fopoussi, que nous avons International Crisis Group, nous avons le Conseil de sécurité, nous avons l'ONU, nous avons des chefs d'État qui ont essayé d'appeler, on n'a pas pris le téléphone. Nous avons des représentants des organismes qui ont fait des déplacements. Mais à un moment donné, arrêtons ça. Prenons la parole pour dire, ouais les gars, trop de morts, trop de corps, Ok. résolvons ça, mais c'est politique. Ce n'est pas vous, ce Non, n'est pas mais moi, mais mais c'est politique, monsieur. Nous sommes d'accord sur politique. Nous sommes d'accord sur la méthode qu'on doit employer pour résoudre la crise. Moi qui vous parle, monsieur Oui. Eric Fopoussi, j'ai enterré 17 fils. 17 fils dont les corps étaient levés à la garnison, monsieur Eric Fopoussi. Levés. Vous savez ce que ça fait? Et la question, justement, c'est à qui on Vous doit savez ce que ça fait? La question, c'est à qui on doit s'en prendre. La douleur que vous avez d'avoir enterré des proches à vous, la douleur, à qui vous vous en prenez pour cette douleur? C'est là toute la Vous grande êtes question. en ville, mais Est-ce vous ne que savez pas ce savez- qui se passe dans les villages où tous les week-ends, on entend en disant que tomber sur le drapeau, tomber sur le drapeau, tomber sur le drapeau. Et c'est Oui. les fils des villages, monsieur Eric Fopoussi. C'est des enfants que tous aimaient. Voilà un autre qui vient de tomber, monsieur Eric Fopoussi. Au nom de quoi? D'une paix qu'on pouvait trouver il y a 3 ans. D'une paix qu'on pouvait résoudre il y a 3 ans. On l'a laissé complexifier. Bombok disait quoi ce matin à la radio? Bombok disait ce matin à la radio, je l'ai bien suivi, que lorsqu'on frappe un père, l'enfant demande un truc à son père ne donne pas. 1, 2, 3 fois, l'enfant se plaint, l'enfant pleure, l'enfant crie. Peut-être moins de mal qu'il avait, va se transformer en grand-graine. À un moment donné, il va demander, est-ce que tu es sûr que papa m'aime? Après, l'enfant va risquer d'interroger l'infidélité de sa mère en disant, tu es sûr que papa m'aime, mon père? Mais prenez ça aussi comme composante. Pourquoi vais-je vous prendre comme un terroriste? Vous, monsieur Eric Fopoussi, parce que vous n'aimez pas les Bamileke, parce que vous n'aimez pas les Bassa, parce que vous n'aimez pas tel parti politique, je dois vous prendre comme un ennemi. Voilà ce qu'il faut combattre au Cameroun, monsieur Eric Fopoussi. Arrêtons tout ce qu'on est en train de faire. Arrêtons tout ce qu'on est en train de faire. Bombok le dit, dans un pays, il n'y a pas de problème, il y a seulement des gens qui n'ont pas causé. D'accord. Ok. Dominique Audrey, sur cette violence, sur cette décapitation, sur ces images qui sont devenues virales. Alors, il y a justement, et c'est le débat qu'il y a sur ce plateau depuis ce matin, c'est de savoir, est-ce que on doit céder face à la pression du discours officiel qui demande davantage aux médias de condamner ces actes de barbarie prétendument, on va dire prétendument accordés aux sécessionnistes, et ou simplement tenir le gouvernement responsable de cette guerre
et de dire que tout ce qui arrive comme dommage là-bas est du fait du gouvernement parce que le gouvernement n'a pas trouvé de solution. Je rappelle qu'on parle de ça ce matin alors que le cardinal Christian Toumi nous avait dit que les choses s'améliorent là-bas sur le terrain. Est-ce que justement le fait de l'avoir dit n'a pas fait que beaucoup de gens baissent la garde et se disent qu'on pouvait, par exemple, à Bangui, se déplacer sans problème parce qu'évidemment, les choses s'améliorent. À un moment donné, il faut quand même qu'on s'entende sur les discours que nous avons sur la place publique et les conséquences que ça peut avoir sur le terrain au nord-ouest et au sud-ouest. Ce qu'on dit sur la place publique ce matin, c'est qu'on n'a jamais encouragé que les sécessionnistes tuent quelqu'un. Personne n'a jamais dit que non, c'est bien continuer de tuer, jamais. Mais ce qu'on a dit, c'est que le chef de l'État est responsable de tout ce qui peut se passer ici, parce que le Cameroun, c'est sa maison. Si un enfant, c'est sa maison, de quelque façon que ce soit, s'il y a une route qui se brise, s'il y a une école qui s'effondre, c'est à lui, c'est vers lui qu'on va se tourner pour lui demander des comptes, Monsieur Foupoussi. Si moi, j'avais mon frère qui était dans cette zone-là, ou bien qu'on envoyait là-bas pour ça, qui était du corps armé, moi, j'allais lui demander de fuir. Je vous promets. Ça, c'est la cour martiale. Ça, c'est l'université. Oui. Ça, c'est non, mais... Au lieu d'aller vous allez demander ça. Mais lui, sa formation... Non. Lui, sa formation... Ce n'est pas une... Pour moi, vraiment, il n'y a pas... La défense est permanente. Et ce que vous dites là, Dominique Audrey, oui. Je vais vous dire que ça coïncide avec un débat qui a cours actuellement sur le cas du jeune homme qui a été décapité. Oui, pour quelle raison on les envoie là-bas? Monsieur Foupoussi, parfois quand vous regardez les images, vous regardez les jeunes hommes qui meurent là-bas tous les jours. Non, mais ça ne vaut pas la peine. Envoyez-nous en prison. Parce que tous les jours, tous les jours on en prend et on envoie les enfants des gens là-bas. Pourquoi on les envoie là-bas? Mon frère ne resterait pas là-bas. Je préfère même aller en prison pour ça. Et lui, il ne s'en va pas là-bas parce que les gens sont en train de mourir pour rien. Pour rien. On aurait pu. Moi, j'ai dit ça depuis. Alors, vous dites ça parce que vous êtes assis ici au chaud. Hein. Non, il faut quoi? Moi, j'ai dit que... Monsieur Eric Foupoussi, si vous vous rendez compte... Monsieur Eric Foupoussi... S'il n'y a pas... Ça, c'est pas un débat qu'on va avoir. Monsieur Eric Foupoussi, j'appartiens à la classe de personnes qui avaient dit un jour que si on se rend compte qu'il n'y a plus d'hommes à aller sur le terrain, un terrain de la guerre noble, je serai le premier à prendre l'armée à descendre. À apprendre en quelques semaines comment tirer et descendre sur le terrain pour les combats nobles. Oui, mais vous, c'est ce que vous dites vous. Mais vous savez que... Vous savez que... Non, vous savez qu'il y a les règles. Bon, Omega qui est avec nous ce matin comprend effectivement de quoi je parle. Ça veut dire que vous avez une hiérarchie, vous devez respecter. Mais vous êtes assis, non, ce n'est pas comme si on a un pays frère qui est en train de vouloir faire une invasion chez nous. Ce sont des Camerounais. On est dans le Cameroun, Monsieur Foupoussi. Si c'était chez Boko Haram, comment vous définissez ça? Non, non. Moi, j'avais dit depuis... Comment vous définissez la justesse d'une guerre? Moi... Aucune guerre, on est juste. Donc arrêtez. Qui a commencé à tirer? Oui, arrêtons. Aucune guerre. La guerre, c'est la guerre. Moi, j'avais dit les gens meurent, sacrifient. Vous êtes... Monsieur Foupoussi, si c'était dans votre famille, vous n'aurez pas dit... C'est pas le cynisme. Non. Je vous dis que... Non, écoutez, on est sur un débat public. Ça passe public. On parle de la République du Cameroun. Oui. Il y a des personnes qui sont engagées de servir le Cameroun sous le drapeau. Oui. Donc, ils servent le Cameroun sous le drapeau. Pas parce que c'est moi qui dis, il faut pousser moi, ils disent ça. Ça ne sert à rien. Et ils font ce que font les gens depuis des années. Ça s'est traité comme ça. Ce n'est donc pas juste. Oui. Pour moi, ce n'est pas juste. On ne va pas en guerre contre son frère dans son pays. Pour moi, ça n'a pas sa place. Et c'est pour ça que j'avais dit depuis que l'armée devait partir de là. Au moins, on était sûr qu'on ne devait plus assister à ce genre de choses et trouver un autre moyen pour gérer cette situation-là. Et je vous promets que, puisque cet enfant-là est mort, bon, pardon, ce jeune homme est mort, il était encore tout jeune, maintenant, les pressions qui semblaient être douces seront plus accrues. Lesquelles pressions? Extérieures. Internationales? Bien sûr. Mais qui l'a tué? Non, mais justement, c'est un corps qui est tombé, c'est un humain qui est mort. C'est ça le débat. C'est ça le débat parce que le discours officiel dit que vous avez contribué à nourrir ce monstre-là et désormais que ce monstre est devenu intenable, vous appelez la communauté nationale. La communauté nationale va dire quoi? Ce sont ces gens-là qui sont soutenus et normalement, on doit trouver un moyen pour que ces gens-là arrêtent d'abord
de continuer à faire des violences aussi atroces, quelle que soit la noblesse de la cause. Oui, peut-être, mais le chef de l'État a pris un certain nombre d'engagements. Il a même commencé à discuter en Suisse. Bon, les Suisses se sont retirés. Quelle voie a-t-il envisagé pour continuer ces négociations? On ne sait pas. Ce qu'il nous propose, lui, c'est ce que nous avez amené dernièrement, si c'est code général de la décentralisation, tout ce que vous voulez, collectivité territoriale, qui n'a rien à voir avec la résolution de la crise. On lui a dit, laissons les élections, modifions même la constitution, repoussons les élections jusqu'en 2028 même, si vous voulez, juste pour qu'on résolve le problème. Il ne veut pas le faire. On veut faire les élections. Pourquoi? C'est lui qui a les cartes en main. C'est pour ça qu'on l'interpelle. Au moins, sur ces points-là, tout le monde l'interpelle, y compris les sécessionnistes. Parce qu'on sait qu'on a un seul président de la République. On a un seul président de la République. Je veux dire, cette unité autour du président de la République, je pense que c'est la deuxième fois que ça se fait. La première fois, c'était en 1994, lorsque Bakassi a été envahi par les Nigérians. C'est-à-dire, même Frundi avait oublié de parler de la victoire volée. Et tout le monde commençait à dire au président Biya, vraiment c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est la même chose ici. Donc, quand on lui dit, il connaît ce problème. Dites-nous, les Suisses se sont des engagés de la médiation. Je pense que je vais continuer la médiation. Bon, peut-être il va parler le 31, mais le 31 est loin. Moi, je ne veux plus qu'un élément de force de défense de sécurité tombe. Soit tué. Nous, on ne veut plus de ça. D'accord. On ne veut plus de C'est ça. soutenable, monsieur. Il sait ce qui se passe. C'est soutenable. D'accord, très bien. Et que cette loi qu'on vient de mettre là, ça va envenimer la situation. Même sur le plan du bilinguisme seulement, ça ne résout pas le problème. D'accord, en tout cas, on va s'arrêter là pour ce sujet. On a quand même abondamment parlé. Il était question pour nous justement d'épuiser le débat autour de cette nouvelle décapitation et de faire aussi le job qui est le nôtre. C'est choquant, mais on doit aussi à un moment donné demander à ces sécessionnistes de faire un peu attention par rapport à leur méthode. Asia alarmé. Okay. Asia vraiment alarmé. Oui, qui vient voilà, de perdre justement, l'élément Asia. tout à fait. Asia. C'est dur, mais Asia. Voilà, donc Asia alarmé, voilà. Inch'Allah, vous terminez, j'ai une bonne note. Ce n'est que pour me faire plaisir, en tout cas. Voilà. Non, mais oui, c'est pour ça que je dis à toute personne, vraiment tous ceux qui sont soucieux, accorder une minute de silence pour le repos de l'âme de ces voilà, tout à fait. Et de tous ceux qui tombent au front, voilà, pour défendre le drapeau camerounais. Karine. Alors, on parle cette fois-ci de la signature des textes de loi par le président de la République le 24 décembre dernier. On parle notamment de ce texte sur la promotion des langues officielles et particulièrement du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Voilà les deux points qui nous intéressent beaucoup. Alors, c'est intéressant que ce sujet arrive juste après celui qu'on vient de faire il y a un instant, parce que ça permet au moins de comprendre quelle est la philosophie du gouvernement dans sa manière d'implémenter les résolutions de la crise, la résolution de la crise anglophone, les solutions pour la crise anglophone. Donc vous demandiez, est-ce que envoyer les militaires sur le front de guerre, c'est ça la solution? Le gouvernement estime que un État doit être fort et doit devoir montrer qu'il contrôle son territoire, et c'est ce qu'il essaie de faire. Et en même temps, il y a pour le gouvernement ce grand dialogue national qui avait été enclenché et dont les recommandations ont débouché sur cette loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui pour le gouvernement est la résultante d'un consensus, lequel a débouché sur un statut spécial du Nord et du Sud-Ouest qui sera donc évidemment désormais inscrit dans la loi. Bon, Bengan, pour vous, vous trouvez que cette concession n'est pas suffisante? Non, elle n'est pas suffisante. Oui. Elle n'est pas suffisante. On fait comme si on était en 1997, c'est-à-dire que après la promulgation de cette loi qui fait office de constitution, on veut mettre la décentralisation en place. Non, beaucoup de temps a passé. Donc, il y a des choses qui sont devenues caduques. C'est l'image que j'ai prise ce matin, que Charles Lamel a reprise là tout à l'heure. Vous arrivez à la maison le soir, mon enfant me dit que papa, j'ai mal au pied. Je l'abandonne une semaine, une gangrène. Là où je pouvais acheter un ciment optique de 100 francs et l'assistant de mon fils, une semaine après, ce sera une chirurgie. Et si je continue à laisser l'enfant avec ses pieds, il va continuer à dire à sa maman, est-ce que mon papa m'aime? De papa même, il va dire, est-ce que c'est même mon père?
Donc l'enfant va poser le problème de l'infidélité de sa maman quand ça va. Et même moi aussi, j'étais interpellé, non seulement par ma propre famille, mais par ma communauté qui va dire, mais bon, vous abandonnez les enfants dans cet état. Comment un enfant, vous ne pouvez pas, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la situation aussi. Donc, même dans ce code-là, the House of Chief, j'ai l'impression qu'on a pris l'article 38 de la Constitution de 61, puisqu'elle disait, je pense à l'alinéa 1, que l'Assemblée des chefs traditionnels du Cameroun méridional est maintenue. Bon, on veut mettre là, y ajoutant même un médiateur. Non, ça ne peut pas tenir là. Puisque c'est aujourd'hui, les anglophones, sur le plan du bilinguisme, ils veulent qu'on prenne les deux langues égale valeur. Comment on peut le faire? Donc, il y a deux options. L'article 68 de la Constitution dit les lois et règlements qui régissent la fédération sont maintenus. Ça veut dire que dans le Cameroun francophone, on peut choisir les jeudis, les mercredis, je ne sais pas, où on va, les tribunaux vont connaître les affaires du common law. Dans la partie anglophone, on fait l'inverse. Deuxième chose qu'on peut faire, si Mbombo écrit un livre maintenant, j'ai 30 jours pour que ce livre soit traduit en anglais. Et vice-versa, qui a marché, il faut que la version anglaise ou même du film existe, mais ce qu'on nous brandit là, ça n'a rien à voir avec le bilinguisme, ça n'a rien à voir avec ce qui réclamait à l'époque, par exemple, les engagements pris pendant la campagne référendaire. Est-ce qu'il existe une société de transformation de cacao dans le sud-ouest? Ou quel est le statut de la Sonara? Voilà les choses qu'ils revendiquent. Ok, bon, donc vous estimez que ces lois n'auront pas un réel impact sur la résolution de la crise anglophone. Karine, on termine votre revue, je vous en prie. Oui, on termine avec le dernier sujet. Nous sommes le 26 décembre. Et depuis quelques semaines, on parle beaucoup de francs CFA en Afrique de l'Ouest. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous sommes le 26 décembre et ce jour, c'est la fin des accords du franc CFA. D'accord. Alors, c'est quand même intéressant de parler du franc CFA. En ces temps-ci, on parle beaucoup de l'écho et on a beaucoup parlé de Alassane Dramane Ouattara, ado, de la Côte d'Ivoire et de ce qu'il a annoncé avec Emmanuel Macron. Sauf que ce qu'il a fait, c'est qu'avec Bruno Le Maire, qui est le ministre français de l'économie et des finances, ils ont tenté de renouveler ces accords-là. Pour nous qui sommes ici en Afrique centrale, beaucoup s'interrogent sur ce qui devrait être fait pour la suite. À quelle sauce nous serons mangés? Est-ce que ce contrat sera purement et simplement reconduit comme ça a été jusqu'ici? Bon, Bengan, pour vous, qu'est-ce que cette date vous évoque? Ça me fait plaisir que les compatriotes de la zone CEMAC se rendent compte que nous avons les chefs d'État qui ont pris l'engagement de perpétuer l'héritage colonial. Dans des pays sérieux, on aurait même montré les intellectuels pour que le débat soit public, pour qu'ils se protègent, ces chefs d'État. Mais ils ont peur. Parce qu'ils ne savent pas, puisque la France, l'Élysée n'a encore rien dit, n'a encore donné aucune orientation. Et vous allez voir, personne ne va parler. Personne. Aucun chef d'État là, que ce soit le président Biya Bongo, bon, il est même malade, et Sassou Nguesso, ou Idriss Déby, voilà, Touadéra, personne ne va parler. Et dans ces accords, il est dit qu'ils ont une période de temps d'un an. Donc en fait, ils ont encore un an en attendant que l'Élysée, comme disait le président Macron dernièrement, j'ai pris l'initiative de réformer. Donc on attend que Macron prenne l'initiative de faire des propositions de ce qui va se faire. C'est tout. Moi, ça me fait honte. Et ceux qui parlent donc de souveraineté, qui nous disent donc comment nos chefs d'État gèrent les États souverains. Voilà donc un problème de souveraineté qui se pose devant eux. Voilà un problème de souveraineté. Le vrai problème, qu'ils disent maintenant que bon, nous sortons de franc CFA. D'abord, la minorité de blocage qu'est la BEAC pour les Français, on n'en veut plus. Le compte d'opération à Paris, c'est fini. Bon, c'est fini en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est fini en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qu'ils ont eu après? Mais le Nigeria a donné quelques orientations là tout à l'heure. Non, mais le Nigeria semble être... je veux dire, il y a quand même plusieurs sons de cloches, qui nous viennent... que j'ai pas de quoi de croche, hein. de cloches qui nous viennent du Nigeria et il y a quand même
un satisfecit qui a été relevé par le président Buhari, qui a donc salué le fait que les accords entre le franc CFA et la France soient arrêtés. Et le Nigeria voulait justement la fin de ce compte d'affectation, ce compte au trésor français. Et surtout que l'éco devienne une monnaie. Parce que l'éco est encore une sous-monnaie. C'est pas connu. Vous ne pouvez pas changer l'éco avec le dollar, avec le yen. De la même manière chez nous, notamment dans l'Afrique, CEMAC, on ne peut rien. En attendant. Alors moi j'ai lu une interview. Non, battez pour votre souveraineté. Que les chefs d'État de la CEMAC nous montrent qu'ils ont des États souverains. En tout cas, j'ai lu M. Nbukpo, cet ancien ministre béninois, qui a, il a montré son satisfecit suite à cet écho, et je crois que lui qui était d'ailleurs l'un des plus grands pourfendeurs du franc CFA, il avait un discours très violent, radical contre le franc CFA. Donc lui, il estime que l'écho tel qu'annoncé par Ouattara et Macron à Abidjan est une bonne chose. Alors Chalamel Lafin... Non, une avancée. Il a dit que c'est un pas important. Mais quand il dit ça, c'est que c'est une bonne chose. Bon, il a dit, et sur les multiples réserves que les uns et les autres avaient, il a estimé que non, dans un premier temps, il ne faut pas y aller de manière brutale. Et il a estimé que le fait de prendre un temps de transition pour transformer la parité fixe à une parité flexible est pour lui du bon sens. Bref, j'ai lu son interview et j'étais tout à fait surpris que lui, il ait cette position parce qu'il a été longtemps la figure de proue du discours anti-franc CFA. Alors, Chalamel, sur ce 26 décembre 2019, fin des accords avec le franc CFA. Vous savez, M. Eric Fopoussi, ce que l'Afrique a le plus horreur, les Africains, c'est la fourberie. C'est la fourberie et nous sommes en plein dans ce qu'on appelle la fourberie, M. Fopoussi. Dans un premier temps, ce dossier n'était pas le dossier de Ouattara. C'était le dossier de la CEDEAO, M. Eric Fopoussi, dans lequel il a joué le traître, le premier. Faut pas dire ça, Chalamel. C'est quand même un chef d'État étranger. M. Eric Fopoussi, je retire mon mot et je me tais. chef d'État au moins. Je retire mon mot et je me conflit diplomatique entre le Cameroun et je retire mon mot et je me tais. Il a dit lui-même qu'il n'y avait pas de réforme. Quelque temps après vient créer l'écho. Non, attendez, c'est quand même. D'accord. Oui, Chalamel. Je donne ma langue au chat, M. Fopoussi. Je retire. Non, je risquerais d'enchaîner des conflits diplomatiques. Je préfère me taire. Non, vous n'allez pas me la faire. Ça. Non, mais quand même, pour l'Afrique centrale, parce que on se focalise beaucoup trop sur le. Monsieur Eric Fopoussi, oubliez l'Afrique centrale. Oui. C'est des sous-préfets d'outre-mer. Oubliez. Nous sommes avec des sous-préfets d'outre-mer qui ne se sont battus désormais qu'à une seule chose, s'arroger tous les titres de notabilité, devenir des chefs un peu partout. On a le léopard pas très loin, M. Eric Fopoussi. On a la panthère, on a le lion. On a tout, oui, ça c'est l'Afrique centrale. On est dans une monarchie présidentialiste avec des relents démocratiques, M. Eric Fopoussi. Donc ils protègent leur trône, c'est tout. C'est des alliances. Je vous découvre politologue. Des relents comment démocratiques. Des relents démocratiques. Non mais entre nous, quel pays là, parmi quel président des 6 pays de la CEMAC peut oser dire qu'engageons des réformes? Bon, maintenant il faut qu'on s'entende. Est-ce qu'eux ils estiment que le franc CFA est mauvais? Parce qu'après il y a un débat que j'ai eu encore. Ils n'ont pas d'idée à donner. Non, mais il y a un débat que j'ai eu encore ce matin. Et beaucoup sont partis du fait que le discours anti-franc CFA montre que le franc CFA est mauvais. Mais est-ce que le franc CFA en réalité est mauvais? Est-ce que ces chefs d'État considèrent que le franc CFA est mauvais? Mais lui, eux, ils ne peuvent pas considérer que c'est mauvais puisqu'on les a mis là pour continuer ce que l'Élysée va dire. Donc, mauvais ou pas, ils ne savent pas. Non, mais ils ne sont pas des cons. C'est quand même des gens intelligents. Je n'en sais rien, mais ils devaient d'abord savoir que ce n'est pas une monnaie. Vous n'en savez rien. Mais le franc CFA n'est pas une monnaie. Ça, au moins, tout le monde le sait, eux aussi. Comment eux peuvent donc continuer à diriger les pays qui n'ont pas de monnaie? Puisque le franc CFA que vous utilisez ici, vous ne pouvez même pas le changer en Afrique de l'Ouest. Encore moins à l'étranger. Ça ne vaut rien, ce n'est pas une monnaie. Bon, c'est une question, je le dis parce que c'est une question. Maintenant, en plus du fait que ce n'est pas une monnaie, on vous verrouille encore. Parce que, vous ne devez je le dis parce que c'est une question idéologique, éminemment idéologique. Pourquoi? Parce que vous savez que nous, en Afrique francophone, nous avons...
nous avons cette horreur de l'inflation. Ça veut dire que nous, quand on dit inflation à 0,11, pour nous, c'est une horreur. Nous, on est toujours là. Nous, on fixe à 3%, 2,5%, parce que nous tenons à ce qu'il n'y ait pas une envolée des prix, parce que nous tenons à ce que notre monnaie reste stable. Mais eux, là-bas, dans les pays francophones, les pays d'Afrique anglophone, eux, ils peuvent avoir une inflation jusqu'à 14, ça leur pose aucun problème. D'ailleurs, que le cas qui est le plus fort aujourd'hui, c'est le cas du Zimbabwe. Voilà. Est-ce que vous savez que au Zimbabwe, à un moment donné, leur monnaie a tellement déprécié que pour acheter un bout de pain, vous êtes obligé de porter une boîte de billets de leur billet d'argent pour acheter un bout de pain. On sait ce qui avait derrière tout ça. Vous faites ça en Afrique centrale, les gens vont au Zaïre, ça a eu lieu au Zaïre à un moment donné, mais c'était une manœuvre faite derrière. L'inflation au Nigeria. Voilà. Et ça ne souffre pas. Pourquoi? Parce que ça circule. Parce qu'en 95, parce que ça circule. Eux n'ont pas le SMIC de 35 000 chez eux. Et ça circule. Ils font des produits manufacturés, le marché bouge. Donc, même si on me dit que telle chaussure coûte 5 000, puisque j'ai mes 5 000, j'achète. Oui. Mais ici, chez vous, précisément parce qu'on n'a pas la monnaie, lorsqu'on va dire que le pain va à 200, on va, ouais. S'ils n'ont pas la monnaie, parce que c'est quelqu'un à Paris qui dit que bon, je vous laisse un peu, je vous donne un peu de souffle et tout. Parce que nous voulons sous tutelle, nous vivons sous tutelle. Bon, en 95... Bêta, on sort sous la tutelle, on commence aussi à se battre. Assistance respiratoire. Voilà, on est sous assistance respiratoire. Donc, bêta, on soit les êtres humains, et nous aussi, on commence à respirer l'air. Non, je dis parce que les Camerounais... Et affronter les vrais problèmes de la vie. Parce que les Camerounais n'ont pas encore expérimenté. N'ont pas encore expérimenté. Ils ont peur de l'inconnu. Donc, ils préfèrent être sous l'assistance. Non, bon, c'est vrai parce qu'à un moment donné, le prix du pain, les gens portaient les billets de Naira. L'inflation nous gêne parce que nous avons une sous-monnaie. Oui. Nous ne gérons pas nous-mêmes le marché et nous ne savons même pas créer le marché. C'est pour ça que ça gêne. C'est quelqu'un d'autre qui peut souffler, qui peut retenir. Qui nous donne les orientations, qui nous guide. Mais si c'est nous-mêmes qui gérons, on sait comment on manipule les choses. Lorsque l'enfant apprend à marcher, il faut bien que quand l'enfant atteint 2 ans, votre fils atteint 2 ans, il n'arrive pas à marcher, voilà. Vous inquiétez. Vous savez ce qui se passe avec le dollar zimbabwéen. À un moment donné, la valeur du dollar zimbabwéen, c'était, vous voyez, un montant de 1 million de dollars zimbabwéens. Oui, mais parce qu'on a procédé aux réformes agraires, qu'on a voulu verrouiller, et après ça s'est rétabli. En tout cas, nous, nos choses qu'on considère que la stabilité que nous avons vaut mieux que tout. Maintenant, monsieur, on va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux, en attendant de voir ce qui va se passer pour ce 26 décembre 2019 avec la fin des accords sur le franc CFA. Au plateau B, Consilami nous a rejoint. Il parle avec nous ce matin du correcteur de posture. Consilamine, bonjour à vous. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka, bonjour à tous les partenaires camerounais, américains, français, canadiens du concept Salaka, ces partenaires qui ne cessent de faire confiance à ce concept de vente en direct sur les antennes d'Equinos Radio et Télévision, un concept qui a reçu pas mal de prix pour l'année 2019, un concept qui a décidé de rester dans la qualité et rien que dans la qualité tout en permettant à ses clients d'acheter des produits à des prix vraiment dérisoires. Et pour la fin de cette année, il y a pas mal de cadeaux, il y a pas mal d'avantages du côté bien sûr du concept Salaka au point de vente du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika, c'est en plein cœur de Douala. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, le concept Salaka s'installe sur ce plateau pour parler des correcteurs de posture. Avant d'y en arriver, je souhaite d'abord un joyeux Noël et une très bonne année par anticipation à tous les clients du concept Salaka, particulièrement à un très grand client du concept Salaka qui nous accompagne depuis 2012. C'est bel et bien le Père François qui est basé en plein cœur de Douala à Aqua. C'est un client et un partenaire majeur du concept Salaka. Bonne année 2020 à toi, le Père François, du côté bien sûr d'Aqua. Alors à l'instant, chers téléspectateurs, place à la vente, place à la présentation du correcteur de posture. Ce correcteur de posture, comme son nom l'indique, est un accessoire qui viendra corriger tout ce qu'il y a comme douleur au niveau du dos. Regardez comment il se présente. C'est une véritable jaquette médicale. Regardez comment c'est simple, c'est facile, c'est agréable ce correcteur de posture. Comme son nom l'indique, c'est un accessoire qui vient
corriger tous les problèmes de douleur au niveau du dos, les douleurs au niveau des épaules, douleurs au niveau du cou. Alors ceux-là qui ont du mal à dormir, qui ont du mal à s'asseoir, qui ont du mal à marcher parce qu'ils ont des problèmes de douleur au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau du cou, alors je vous conseille bel et bien le correcteur de posture que voici. Il nous vient tout droit des États-Unis d'Amérique. Il est vendu depuis plusieurs années dans le monde et depuis pratiquement un mois, vous l'avez au magasin 1001 tapis. Relevez le numéro de téléphone, passez déjà vos commandes. C'est l'occasion plus que jamais de l'avoir. C'est l'occasion plus que jamais de l'avoir à la maison, de l'avoir au bureau. Quel que soit l'endroit, on peut le porter. Ce correcteur de posture est idéal. Alors, parlons donc des avantages et parlons bien sûr du prix. Le prix normal de ce correcteur de posture est de 12 000 francs. Mais comme nous sommes dans le cadre du concept de Salaka, vous l'avez à 10 000. Je rappelle que 10 000 francs, c'est un prix que nous avons décidé de caler, question de permettre à tout un chacun de l'avoir. C'est un correcteur de posture, il est neuf, il est dans son emballage, il se lave facilement, il présente plusieurs avantages. Rien qu'à entendre son nom, on a envie de l'avoir. Oui, tout le monde peut le porter, que ce soit les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les handicapés, chacun peut porter le correcteur de posture que vous retrouverez à 10 000 francs du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas d'être ceux-là qui vont venir à la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de l'avoir. Ce correcteur de posture qui est disponible en deux couleurs. Vous avez la couleur blanche et la couleur noire. Il se lave facilement, bien entendu. Il est disponible en plusieurs tailles. Quelle que soit votre corpulence, il y a votre taille. Il suffit tout simplement d'appeler dès à présent le concept Salaka et de passer votre commande. Alors, parlons des avantages du correcteur de posture. C'est bien de l'avoir, mais à quoi ça sert exactement ce correcteur de posture? C'est vrai, on a dit à la télé correcteur de posture, mais quels sont les avantages qu'offre ce correcteur de posture? Tout d'abord, le correcteur de posture élimine les douleurs du dos, élimine les douleurs au niveau du cou, élimine les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture que voici permet également de favoriser la bonne circulation du sang. Le correcteur de posture que voici permet de redresser votre dos. Oh là 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 là. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre les douleurs du dos. Donc, il est également un accessoire qui permet de prévenir les douleurs au niveau du dos. Donc, tous ceux qui ont de douleurs du dos, je vous conseille le correcteur de posture. Merci. Terminé avec vous. Corsi Lamine, tout de suite, madame, monsieur, interpellation. Et ensuite, commentaire sur ce plateau. I think that for the country to go ahead, the first thing we need to combat is corruption. That is what is destroying our country. Corruption is the first thing. From the roads, we need to keep down on corruption. If we don't do that, I think this country cannot move ahead. Corruption, that is the only thing. Corruption. Apart from that, I don't think if we stop corruption, everything will be finished. From the roads. I think that for the country to go ahead, the first thing we need to combat is corruption. That is what is destroying our country. Corruption is the first thing. From the roads, we need to keep down on corruption. If we don't do that, I think this country cannot move ahead. Corruption, that is the only thing. Corruption. Apart from that, I don't think if we stop corruption, everything will be finished. From the roads, right up to the top. Yeah, it's very, very important. Voilà, commentaire, bon, Bégan, de l'interpellation du compatriote. Sur nos voies routières, nos axes routiers. Là, également, si on fait une proposition à l'État, ils vont dire si ou ça. Il faut quitter de la prévention à la sécurité routière. La prévention routière ne sert à rien. Il faut engager la sécurité routière. Et dans la sécurité routière, il y a tout dedans. Il y a l'état des routes, il y a l'éducation qui dit par exemple qu'il faut adapter la vitesse à l'état de la route. Et là, on actionne dessus et je pense que le reste suivra. Mais il faut mettre ce qu'on appelle sécurité routière. D'accord. Alors, Corsi Lamine pour Vambio Oméga 3, une fois de plus ce matin, Corsi, c'est à vous.
Le concept Salaka s'installe sur ce plateau avec l'un de ses produits qui a marqué l'année 2019. C'est bel et bien le Von Bio Oméga 3. Oui, un produit qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. C'est un complément alimentaire qui fait déjà la fierté de plus d'une personne aujourd'hui. Ce complément alimentaire a donné le sourire à plus d'une personne. Ce complément alimentaire a permis de stabiliser, bien entendu, c'est-à-dire de stabiliser le taux de cholestérol dans le sang. Ce complément alimentaire a permis également de stabiliser bien entendu notre tension. Ce complément alimentaire a permis également, il faut le rappeler, de réduire tout ce qu'il y a comme complication du diabète. Alors je vous le conseille vivement, chers téléspectateurs. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est bel et bien le Von Bio Oméga 3. Regardez comment il se présente. Oui, à l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules à ne pas confondre avec d'autres Von Bio. Oui, avec d'autres Oméga 3. L'Oméga 3, c'est bel et bien le produit, mais le Von Bio, c'est le label. Et le Von Bio Oméga 3 est vendu du côté du magasin 1001 tapis au prix de 5500 francs. Alors, parlons donc des avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3. Il permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Il permet également de favoriser la guérison des inflammations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Il permet également de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également de combattre les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle, est sans effet secondaire dans l'organisme. Alors, comment ça se prend? C'est une gélule par jour pendant le repas. Donc, une boîte fait pratiquement un mois. C'est une gélule par jour pendant le repas. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également du Von Bio Lotion. Ce lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir la peau des diabétiques. Ce lait de toilette permet de nourrir et de protéger la peau des diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs. Je dis bien 6 000, votre lait de toilette pour diabétiques en vente au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. C'est à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes à Douala au Cameroun. On ne parle pas que du Von Bio Oméga 3. On parle également c'est-à-dire des Von Bio tels que le Von Bio Libido, Von Bio Gastro, Von Bio Detox, Von Bio Sleep. Donc tous ces Von Bio là, vous les retrouverez au magasin 1001 tapis en appelant tout simplement pour ceux qui veulent commander au numéro de téléphone du concept Salaka. Et pour ceux qui ont besoin de représenter les produits du concept Salaka, bien vouloir appeler le concept Salaka et avoir plus d'ample d'informations. Mais déjà pour ce qui est de ce matin, notamment ce jeudi, il est question de vous rendre au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika et de commander votre Von Bio Oméga 3 que voici à 5500 francs. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin d'un produit du concept Salaka, appelez tout simplement le numéro de téléphone et vous serez livré à domicile. Nous restons toujours dans la santé, nous restons toujours dans le bien-être pour parler une fois de plus de cette pommade. Oui, cette pommade que voici, c'est la pommade contre les hémorroïdes. J'ai encore l'honneur de vous présenter cette pommade ce matin et d'attirer votre attention, vous qui avez des problèmes des hémorroïdes. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre, plus besoin de pleurer, plus besoin de paniquer, plus besoin de se gêner. Alors le concept Salaka a la solution. Ça fait plus d'un mois que c'est-à-dire que cette pommade est vendue et au jour d'aujourd'hui, ils sont des milliers, je dis bien des milliers de personnes qui ont retrouvé le sourire avec la pommade contre les hémorroïdes que vous retrouverez au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika ou alors par livraison en appelant le concept Salaka au numéro de téléphone que vous avez déjà. Et pour ceux qui n'ont pas encore de numéro de téléphone, c'est l'occasion de les relever dès à présent et d'appeler le concept Salaka pour avoir la pommade contre les hémorroïdes. Oui, la voici, cette pommade. Elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Vous l'avez donc en vente au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. La livraison se fait dans tout le Cameroun. La livraison se fait dans les pays africains, dans les pays européens. Oui, parce qu'on a des gens qui nous appellent de l'Angleterre pour commander cette pommade. Je vous le dis, on a plusieurs personnes en Angleterre, au Canada,
qui ont commandé déjà la pommade contre les hémorroïdes. Alors vous aussi, vous en souffrez, appelez le concept Salaka à nos numéros de téléphone 650 28 44 51 ou alors les autres numéros de télé que vous avez déjà et vous aurez votre pommade à domicile. Merci beaucoup et surtout, joyeux Noël et bonne année 2020 à tous les clients du concept Salaka, à tous les partenaires du concept Salaka. Merci beaucoup. Rendez-vous demain. Merci, Constilamine, pour ces informations commerciales que vous nous transférez ce matin à travers cette émission. Madame, monsieur, merci à vous. On va surtout dire que c'est un lendemain de fête assez tranquille sur ce plateau ce matin. Ça a été, on va dire, très riche en termes d'informations, surtout sur les sujets que nous avons développés dans cette émission ce matin. Beaucoup de gens nous remercient. On vous remercie, nous aussi, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 10h, ce sera vendredi. On va être pour cette dernière édition de la semaine. Donc, passez une belle journée sur Equinox Télévision et que Dieu bénisse le Cameroun et ses recrutements.